excuse-moi, j'ai pas lancé Pas, ici. ça stresse Oh pas. mais non, hein, attends, là on vient de Parce que perdre... je vais lancer ici. Oh, C'est bon, t'es prêt? C'est bon. Si on changeait. Si on changeait. Si on changeait. Si on changeait. Eh bien, bonjour à tous, il est midi sur RQC et vous écoutez en direct votre émission préférée, celle qui parle de transition écologique, de changement, de nature, d'objectifs de développement durable. Vous écoutez Si on changeait. On accueille tout de suite vos chroniqueurs spécialisés en ODD, biodiversité, actu du web, bien-être animal. Bonjour les amigos. Bonjour. Salut, salut. Bonjour. Tout va bien en ce mois d'août? Ouais, ça va chier. Le temps passe. Vive très les vite, vacances. Alors, en cette période estivale, on vous propose des émissions un peu plus détendues, voilà, exactement. Et donc, on vous propose toujours de nous écouter sur RQC 95 FM, mais aussi sur Facebook, parce que cette émission est diffusée sur notre page Cellule Environnement en live sur Facebook. Alors, je vous laisse vous installer confortablement dans votre transat, devant votre écran, votre radio, pour passer ensemble 2 heures de découverte, de changement, de transition, tout ceci parsemé d'intermèdes musicaux choisis par nos chroniqueurs eux-mêmes. Et David, pour te dire, on n'arrête pas le progrès, on diffuse aussi sur YouTube en même temps. Et c'est en replay possible de l'écouter tout l'été si on est passionné par les ODD et les ODD à Moucron entre autres. C'est vrai, tu fais bien de le dire, on a aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver plusieurs vidéos, et notamment cet enregistrement, cette émission, si on changeait, vous pouvez la retrouver avec grand plaisir sur notre chaîne YouTube. Alors comme on le fait à chaque fois, vous avez aussi la parole, donc si vous avez envie de nous laisser un petit mot, nous envoyer une photo de vacances ou Une carte ou postale. une carte postale, On sera ravis. avec un ODD, pourquoi pas, ou avec un animal que vous avez vu dans votre jardin, que vous n'avez pas l'occasion de partir en vacances et que ça se déroule à Moucron, et ben on est là aussi pour vous. Si vous avez envie qu'on aborde un sujet sur la transition, sur le développement durable, il ne faut pas hésiter avec le hashtag La Parole est à vous, et vous nous mettez un petit mot sur le fil d'actualité de Facebook et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, donc alors comme à chaque fois on commence par célébrer les journées mondiales, et aujourd'hui il s'agit de... Alors j'ai de la chance parce qu'en plus, contrairement en juillet où il n'y en avait pas, et D'accord. bah, au mois d'août, Il y en a j'en deux. ai 2. Oui, c'est vrai, 2 journées mondiales. bravo. 2 pour le prix d'un. Allez, 2 pour le attention. prix d'un. Alors la première, c'est une journée internationale de la jeunesse. Et Ok. oui, Ah oui, c'est toujours autour du mois d'août, là, mi-août. bah c'est ça. Donc le 12 août, hein, effectivement, merci. Le 12 août, journée internationale de la jeunesse qui permet donc de promouvoir, hein, tout particulièrement auprès des jeunes, le programme d'action mondiale pour la jeunesse. La jeunesse est bien sûr l'avenir de l'homme. Et donc c'est un programme qui encourage l'action en faveur des jeunes dans les domaines prioritaires, hein, comme l'éducation, l'emploi, la pauvreté, la santé, l'environnement, la délinquance juvénile, toxicomanie, loisirs, etc. etc. Et donc ça leur permet aussi de prendre des décisions en fait dans les choix à effectuer. Et donc c'est comment dire, un programme qui est au niveau national, régional et mondial, qui est qui permet de mettre en place des actions. Pardon, voilà. Alors comment je m'appelle je sais plus. C'est le stress, non, non. Selon le Mais critère non, des Nations Unies, non. les jeunes correspondent à... C'est quelle tranche d'âge pour vous les jeunes? Ah, moi, 50, 52. Ah ouais. Non, Moi, je pense suis en que phase David- d'adolescence, hein, moi, je vous le dis. Christophe, là, tu te trompes. Je dirais 15-25 ans, 15-35 ans. Bien joué. 15-24 ans. Ah, 15-24 mais ans. non. Ben, Non. Non. Ça représente 1/6 de la population mondiale. ok, boomer. Et donc la majorité de ces jeunes hommes et femmes vivent dans des pays en développement, Ouais. et leur nombre devrait augmenter d'ailleurs Ah, au bah, tant mieux. XXIe siècle. Ah bon. Et donc c'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne pour le premier forum mondial de la jeunesse organisé par les Ah. Nations Unies, et qu'ils ont justement instauré alors du coup cette journée internationale de la jeunesse. Parfait. Et alors la deuxième, C'est c'est... un animal qui trompe énormément. Oh, il a regardé là, il a regardé Il là, triche, oui, il a triche. triché, il a triché. C'est la journée mondiale Je l'ai des pas dit. Les éléphants. éléphants. Ah oui, un Ouais. animal bien, Ils sont- bien local de chez nous. C'est pas mal cette petite blague, je la note. C'est une blagounette. Voilà. Alors,
Donc en réalité c'est la journée mondiale de la protection des éléphants, dans la mesure où on est encore une fois face à une espèce menacée. Braconnage, défense de l'ivoire et tout ça. Enfin les défenses en ivoire qui sont justement enlevées. Et donc pourquoi ils braconnent? Forcément pour une demande en ivoire qui est toujours plus croissante, notamment des pays asiatiques. Et en Afrique on compte vraiment peu de Mais en fait, il y a des réserves du côté du Kenya et tout ça qui les qui protègent. donnent ça donne des bons résultats. Du Sud aussi, hein. Le souci, c'est que après, il faudrait étendre alors les réserves pour donner un statut aux éléphants et aussi pouvoir permettre de les protéger et de continuer à les protéger. Et bon, voilà, c'est compliqué. J'avais déjà parlé à une émission précédente aussi de très beaux reportages qu'on peut regarder sur des chaînes en streaming. Et entre autres qui expliquaient des liens aussi dans la biodiversité avec la présence des éléphants qui jouent un rôle pour un petit amphibien qui permettait d'avoir des zones humides et tout ça. Et donc enfin tout est lié dans la biodiversité et donc c'est bien de parler de ce grand animal, ce pachyderme, et puis voilà. Bon. Il faut protéger tous les animaux. Voilà. Et les espaces où ils vivent. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est une occasion de bien réfléchir à ce qui peut être mis en place et d'arrêter le massacre, mais aussi d'assurer l'habitat de ces animaux. Voilà, donc c'était la journée mondiale des éléphants et internationale de la jeunesse. On a appris quelque chose. C'est toujours la journée mondiale des éléphants. Oui, c'est toujours. Tous les 12 août. Pour vous informer que c'est zen. On est grillé, on est Voilà. grillé. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la rubrique du docteur Dédé. Sans lien d'apparence. C'est vrai qu'on le cherche souvent, ce Dédé, en fait. On crie tout le temps après lui. Moi, je vous dis qu'il aura bientôt sa journée mondiale. Parce qu'il est en voie de disparition. Sûrement. Bon alors, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui? Je vous écoute. On est en vacances là. Ah ouais, mais... Tranquille et détendu, on t'a dit, David. Qu'est-ce qu'il connaît des mots? Qu'est-ce qu'il parle italien ici? Parliamo italiano. Parliamo italiano. Parliamo. Spaghetti. Grazie mille. Grazie mille. Tutti va bene. Voilà. Allez, ça fait Ciao, bello. Ragazza. Ragazzi. Ah ouais, pizzeria. Voilà, donc tout de suite on est en vacances. Qu'est-ce qui a déjà été en Italie? Oh, moi. C'est Toi, trop beau. Alors, t'as été où toi? J'étais à Rome. J'étais à San Remo, mais juste pour... Pour le vélo? Non, pour visiter. Enfin, Ah j'étais jusqu'à la Via Roma. Mais Ah ouais. parce qu'on était à côté, du côté de Menton. Donc on Ah ouais. a fait une petite pointe jusqu'à San Remo, mais sinon Rome, j'ai déjà été 2 fois. C'est force à la Rome. Et toi? Tout à fait. Moi, Turin, j'ai déjà fait Florence, Assise, bien sûr, et Rome, pourquoi les citer, voilà. Non, sympa, c'est des beaux coins et des très beaux souvenirs. Et en plus, j'ai eu une fois aussi l'occasion de faire un truc super sympa, c'est on a fait de la marche entre Gênes et Turin, et on a marché comme ça sur les collines, et on traversait les vignes, et c'était exceptionnel. C'était il y a déjà quelques années, mais... Et toi? Beau souvenir. Rome aussi, un city trip à Rome. Bon, 3-4 jours pour découvrir. Et en Sardaigne aussi, j'avais été d'ailleurs. Ça compte pas, ça compte pas. Non, mais ça compte pas. C'est l'endroit où il klaxonne le plus vite quand c'est vert. Parce que en Sardaigne? c'est un... Non, mais sur les Ça îles, peine moi, je suis déjà allé à Turin, il ne klaxonne même pas, et si c'est rouge et qu'il n'y a personne, en Italie, c'est vrai que c'est des fous. Ah ouais, ça c'est des trottoirs. Ils ont des voitures pour rouler sur les trottoirs, de toute façon. Ouais. Mais donc voilà, des petits souvenirs, c'est sympa. Ceci étant dit, Et donc. toi, t'es déjà allé, toi, du coup? Oui, une paire de fois. Ouais. Mais moi, plutôt dans la nature que dans les abruzzes. Dans les abruzzes. À la recherche des loups. Ouais, c'est ça, voilà. Les loups et les ours, mais ça, ce sera une autre rubrique. Ok, on aspire. Mais donc voilà, quand on parle d'Italie, on pense aux vacances. Et donc ici, donc on va partir en Italie, on parle des pâtes, des glaces, gelati, ça c'est voilà, le fromage, les douceurs de charcutaille, enfin tout C'est ça. pour ça que ça s'appelle gelati de bu.
Ouais, ça y est, il vient de capter. Il vient de capter. Oh, lui, la pièce, elle vient de tomber. Quoi. Donc, tout ça, donc, hein, on parle aux épicuriens que nous sommes, n'est-ce pas? Toute cette bonne nourriture. Oui. Et donc, je vous ai concocté une interview avec une jolie petite dame italienne. Vous entendrez son magnifique accent, hein, donc, qui va vous amener le soleil dans notre émission. Et bien entendu à la radio. Non, il n'y a pas de cigale. Ah, il n'y a pas de Bah non, cigale. y a pas de Dommage. cigale. Non. Et donc, je vous présente Annalisa, qui va vous expliquer ce que son organisation fait en Reggio Emilia, qui est le berceau notamment de Lamborghini pour ceux qui aiment bien les voitures. Je sais bien que c'est pas très bien, mais voilà. Mais aussi du Parmigiano. Et à préciser que donc, c'est un de nos partenaires du projet Urbact Global Goals for Cities, dans la suite de ce qu'on avait fait avec La Rochelle, avec Garl et avec Soligan. Mais il y en a deux qui bravo. suivent. Il y en a deux qui dorment et un qui est encore réveillé. Donc, C'est les vacances, David, les gars. si tu veux bien lancer la jolie petite voix. Oui, je m'appelle Annalisa Pestini et je suis project manager dans la fondation 35 à Reggio Emilia. Et pour ce qui concerne ma formation, c'est dans le domaine de l'éducation. Et depuis 2015, j'ai toujours été impliquée dans des projets nationaux et internationaux sur le thème de l'inclusion sociale. Et pour le projet URBACT, Global Goal for Cities, je fais partie du groupe local. D'accord. Et donc, tu travailles dans ce qu'on appelle Reggio Emilia. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu où ça se trouve et justement ce que vous faites en matière de durabilité, s'il te plaît? Reggio Emilia, c'est en Italie, et situé dans le nord de l'Italie, et c'est l'un des 9 provinces de la région Émile-Romagne. Et c'est la même région de Bologne. Et Reggio Emilia est très célèbre pour sa méthodologie, sa méthode pédagogique, qui s'appelle justement Reggio Emilia Approach, et est aussi connue pour un niveau enogastronomique. Et on a beaucoup de choses typiques à manger et à boire. Et peut-être que la plus connue, c'est le parmesan, fromage, reggiano, oui. Et pour la durabilité, la ville de Reggio Emilia est en train de faire beaucoup de choses au niveau de l'environnement, mais aussi de l'économie et au niveau social. Et la durabilité est un thème transversal qui entre dans les objectifs politiques de la ville et par exemple, dans les documents uniques de planification qu'on appelle les DUP, et tous les objectifs prioritaires de la ville sont liés à certains objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Ok. Et donc justement, comme tu dis qu'ils appliquent justement les objectifs du développement durable, est-ce que tu as en tête un exemple justement d'un beau projet durable qui est mené par Reggio Emilia? Oui, comme je fais partie de la fondation, je peux vous expliquer un petit peu le travail que la municipalité a fait dans la création de notre fondation. Et la municipalité a créé ce projet en 2015 et a décidé d'ouvrir notre fondation pour travailler dans une manière plus structurée sur les projets européens et des coopérations internationales. Et donc, la fondation va contribuer avec tous les projets locaux et internationaux aux objectifs de développement durable. Et sur des différents thèmes, par exemple sur le thème environnemental, des échanges avec des autres pays, sur les thèmes plus sociaux. Et en effet, notre fondation a publié le premier rapport de durabilité en 2020 en expliquant que le lien entre tous les projets que la fondation gère pour la municipalité et les objectifs de
développement durable. Ok. Et donc, donc le nom de la fondation, c'est quoi alors? Et le nom, c'est E35 et c'est comme la route européenne qui relie l'Italie à l'Europe. Ah, ok. D'accord. Ah, voilà. Intéressant. Et donc, est-ce que tu peux justement donner un conseil pour des villes comme la mienne, comme Moucron ou d'autres, pour essayer d'appliquer ou d'utiliser les objectifs du développement durable? Ah oui, et de mon point de vue, je peux conseiller qu'on pourrait mieux sensibiliser les citoyennes de tout l'âge, pas seulement le jeune, mais de tout l'âge, aux objectifs de l'agenda. Et non seulement en parlant de ceux qui sont liés aux aspects environnementaux, mais aussi aux aspects sociaux, éducatifs et de l'inclusion sociale en général. Ok, super. Et donc voilà, de retour à l'antenne. Et donc vous avez entendu cette jolie petite voix. Très sympathique. C'est le soleil. C'est un accent chantant, c'est formidable. Et elle a quand même fait l'effort de parler français, donc je la remercie. Et donc vous avez entendu, en fait, ce qu'ils ont fait en Reggio Emilia, c'est à Reggio Emilia, donc c'est qu'ils ont créé une fondation qui s'occupe en fait du développement de la commune et du développement durable de la commune. Donc d'un côté, comme on était à La Rochelle il y a un mois, là ils travaillent avec l'université et ici ils ont carrément créé une fondation qui s'occupe de ça et qui s'occupe du lobbying européen, c'est-à-dire que quand ils ont des idées de projet, mais pas des petits, des mouse costauds, il y a des équipes spécialisées qui vont chercher les sous au niveau de l'Europe et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on regarde dans d'autres communes partenaires comme Tallinn, etc., en Estonie, etc., ils ont un service dédié au lobbying européen et qui va chercher les gars au niveau de l'Europe. Et donc il y a peut-être une réflexion à avoir aussi au niveau de Moucron. Ou de la WAPI peut-être, mais compliqué. Mais je pense qu'en fait c'est mieux de gérer ça au niveau de la commune. À partir du moment où tu veux des projets communaux. Oui. Donc, voilà. Comme les fonds fédères là, qui c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai qu'au niveau de la grande place, c'est quand même bien aidé pour. Exactement. Oui, et moi à l'époque, crier, machin, ça couvre 80%, de 50 à 80%. Des frais liés à la mise en place de projets. Et donc forcément, ça vaut le coup de faire une petite team building. Sachant que en région Wallonne et en Belgique, les fonds diminuent et donc il faut aller les chercher ailleurs. Et donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, la petite histoire. Et donc voilà, donc je pense que on en a fini avec ce petit exemple de Reggio Emilia et on va pouvoir peut-être passer un petit morceau de musique. Excuse-moi Christophe, parce que ça m'intéresse de savoir. Une fondation en Italie, ils le comprennent comme nous, une fondation chez nous, ou une fondation chez eux, c'est peut-être une sorte de groupement et puis ça n'a pas les fondements d'une fondation chez nous. C'est une fondation donc privée publique et donc en fait la fondation a un statut privé mais financé par le public. D'accord. Parce que nous, la notion d'une fondation, si je me rappelle bien, c'est en fait de dire on met sur un compte. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est un gros paquet d'argent et après en fait les intérêts permettent de faire des projets. Ouais, c'est ça. Ok. Ça. Mais ici, le projet, c'est de faire fonctionner la fondation qui elle-même va chercher les sous. Super. Moi, j'ai une petite question justement quand tu as rencontré des personnes de pays un peu différents comme ça, quand tu as eu l'occasion de présenter un peu les projets qu'on fait à Moucron, comment ils ont réagi? Est-ce qu'il y avait un projet un peu alors ils connaissent tous le gars qui est en face de toi. Ah David, il est célèbre. C'est formidable. Il va falloir que je sorte un petit peu de son musée de cire un jour pour qu'il puisse le toucher parce que ils sont tous intéressés de le connaître. Voilà. Mais non, et donc en clair, ils perçoivent Moucron comme en tout cas étant une commune proactive, donc un petit peu dynamique, avec un bon sens de l'humour. Voilà. Et donc voilà, parce qu'à l'échelle des autres communes qu'on rencontre à l'échelon européen, on est une petite commune, quoi. 60 000 habitants, c'est un petit village. C'est pas de balle, quoi. Tu te retrouves face à des communes avec 1 million d'habitants, avec 180, 700 000, voilà. Et après, il y a encore des plus petites, mais voilà, on est quand même plutôt dans les petites communes. Et donc, ils trouvent qu'on a une bonne dynamique ici chez nous. Ils sont confrontés au même genre de problématiques que nous. Beaucoup de greenwashing, donc dire que, on fait de l'environnement, mais voilà, on met juste la couleur.
Mais dans l'ensemble, on a encore une bonne presse au niveau des partenaires. Et puis en général, on fait bouger les choses. Et est-ce qu'il y avait un projet un peu novateur qui s'était jamais fait dans d'autres communes ou... Celui qui ressort tout le temps, c'est les poules. Ouais, les poules, c'est vraiment, on est connu mondialement. Voilà, ici dernièrement, là on avait une réunion hier avec des partenaires d'un autre projet Tomorrow là, et donc quand ils ont vu la caravane qu'on avait fait, voilà. Et en fait, ils se rendent compte qu'avec peu de moyens, ce qui est le cas, on est capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a beaucoup de créativité. Donc voilà, ça c'est un petit peu... et l'accueil Mucrono, bien entendu, reste une chose qu'il faut cultiver, quoi. Ouais, c'est sûr. Cultiver, hein. Et là, puis, ça c'est clair et net. Hein. Donc voilà, dans l'ensemble c'est ça. Mais si on veut passer à un autre échelon au niveau de notre commune, il faut mettre des structures qui soient capables de développer la commune, pas la petite semaine, quoi. Vraiment des trucs pro où on va chercher le fric où il y en a, donc essentiellement au niveau de l'Europe, ou des fonds privés, parce qu'il y a des fonds privés, même jusqu'à l'ONU, hein, donc, et c'est comme ça qu'on va y arriver, quoi. Mais, il faut se bouger un peu. C'est ça. Ou se donner les moyens. Voilà. Ouais. Mais après, les cultures sont différentes, etc. Bon, en Suède, par exemple, quand on avait été choqués par le fait que eux, ils cherchent à avoir plus d'habitants, à développer l'urbain, quoi. Donc ils ont de la forêt tout autour, ça leur pose pas de problème de dézinguer 15-20 hectares de forêt pour aller mettre du bâtiment, quoi. Nous on fait ça ici, on se fait juste massacrer, quoi. Oui. Tu vois. Donc voilà, un renne qui traverse la commune, c'est pas ils s'en foutent, quoi. Pour eux c'est rien, quoi. Mais par contre ils limitent les chiens et les chats sauvages, et pas de manière respectueuse du bien-être animal, quoi. Le chat, il appartient à personne, il appartient à plus personne, si ce n'est à la terre dans laquelle on l'a foutu, quoi. C'est tout. Ouais. Donc voilà, c'est d'autres manières de penser. C'est l'enrichissement d'aller rencontrer d'autres, de voir les expériences. Ça, je trouve que c'est vraiment profitable, même pour le service environnement, enfin, et les démarches ODD qu'on veut mettre en place. L'ODD 17, c'est les partenariats, ça a vraiment tout son sens d'aller à l'extérieur pour voir à quels problèmes ils sont confrontés. Et donc aussi, c'est vrai que pour faire des projets, il faut du financement. Donc là. Et une dernière chose, c'est qu'il faut parler anglais. Ouais. Tu parles pas anglais, tu oublies ces projets-là. Donc il faut quelqu'un qui soit bilingue français-anglais, minimum. Flamand, ça sert à rien de ce côté-là. Donc voilà, mais bon, c'est un constat, ça vaut ce que ça vaut. Ok. Mais merci les échanges, c'est intéressant. C'est des échanges internationaux. Eh ben oui, on peut écouter un petit morceau de Pink que vous avez choisi. Allez, vas-y. Ah oui. Ah mais c'est une dédicace à qui? Ah oui, voilà. On écoute ça tout de suite. Un très bon petit morceau. On va peut-être se faire effacer. Ouais. Ben voilà, oui, mais donc pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur les lives YouTube ou Facebook, on coupe la musique et on fait une petite transition de quelques secondes pour pas avoir de problème. Mais si vous voulez écouter la chanson, elle est sur RQC 95 FM. C'est une radio locale qu'on peut écouter même en DAB+, sur internet, donc n'hésitez pas à la retrouver. Ils ont aussi une page Facebook d'ailleurs, où on peut aller parler, découvrir les autres émissions, parce qu'il n'y a pas que notre émission à RQC, il y en a plein d'autres, et donc c'est l'occasion d'aller découvrir cette radio locale citoyenne, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin en tout cas... Radio sans parti, voilà. Sans parti. Voilà, donc qui laisse la parole... sans parti, mieux. Sans publicité. Sans publicité, donc ça c'est quand même formidable. Je ne sais pas si on a le temps un petit peu, David, parce que super. J'avais envie de parler d'un petit en vrac, un premier en vrac. D'ailleurs, moi j'avais mis le thème de cette émission, mettez-vous au vert, de prendre le temps au mois d'août de sortir un petit peu de chez soi. Et donc j'ai vite pris ça au bureau. On a des plaquettes comme ça de balade qui existent. David, si tu veux la montrer à la caméra. Celle-ci, d'ailleurs, c'est une balade qu'on avait créée il y a quelques années, enfin c'est surtout David qui avait chapeauté ça, qui s'appelle Boucle Verte, qui est vraiment une balade à faire à partir du Marius Taquet. Donc on part du centre-ville et on peut faire toute une boucle. C'est fléché. Si jamais vous avez peur de vous perdre, il y a possibilité d'aller chercher les balades à la maison du tourisme, tout à fait. Donc ça c'est en centre-ville à la plage Arcasier. Et en fait, l'année passée, où il y a même déjà 2 ans, pendant la Covid, pendant qu'on était un petit peu tous chez soi,
on a une collègue qui avait fait les parcours à vélo. Donc on les a mis sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et il y a possibilité aussi de même télécharger les... Le parcours. Voilà, le parcours qu'on peut mettre alors dans son GPS ou dans son smartphone. Et on peut alors faire des balades. Il y en a aussi une balade à Erzo, une balade à Dotigny, une balade à la Fontaine-Bleue. Voilà. Et donc il y a de quoi découvrir et de se promener sur les sentiers de Moucron. Et donc voilà, partez à l'aventure. Il ne faut pas toujours partir loin. Et en allant à la Fontaine-Bleue, que c'est rue de la Fontaine-Bleue. Rue de la Fontaine-Bleue, numéro Voilà. 69. Voilà, et à partir de là, on peut aller se promener. Donc n'hésitez pas, c'est très sympa. C'est des balades que moi j'aime faire régulièrement et qui sont des moments où on peut redécouvrir la nature. Voilà. C'est canon la caravane. Ça pas encore vu. J'avais pas encore vu. Si, on devrait essayer de montrer des petites images. Ouais. Ah, c'est beau l'effet un peu vieilli comme ça. Non mais je sais pas si oublié que c'est à moi après. on en parlera en fait de... Il a recommencé, hein. Oui. Il y a ça tronche. Hein, on en reparlera de notre DD Tour et tout ça. Ouais. Ah, on attend septembre. C'était un petit live de Pink. Alors oui, on cherche toujours le docteur Dédé, hein, comme d'habitude, et donc c'était bien sûr le jingle. Et Qui c'était pas le bon. C'était pas le bon, mais c'est pas grave. Voilà, c'était celui-là, vous avez reconnu. Après, ODD. Je préfère le premier. Bah oui, je sais, me doute. Bon, Je t'écoute. on peut y aller? Oui. Donc, petit délai décalé illustré comme d'habitude. On s'était dit qu'on serait léger donc, pendant cette période estivale. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein. Bon, comme d'habitude, moi je vais faire le contraire. Voilà. Voilà. Autant vous avertir, ça va chier. D'accord, ok. Alors, comme je disais, c'est la merde. Ok, on est tous d'accord, c'est la merde. J'ai discuté avec un collègue de Hongrie justement dans le cadre du projet la Global Goals sur les enjeux du siècle et une fois de plus on est tombé d'accord. Donc pour vous, quel est l'enjeu du siècle là? Là pour moi c'est l'eau. Ouais, l'eau. Ouais, pour moi c'est l'eau. Le climat. Et donc beaucoup de gens qui disent l'énergie, le réchauffement climatique, l'égalité des sexes, l'intégration des minorités, machin, etc. Et donc on arrive en fait à la conclusion que c'est l'eau parce que bon, pétrole, gaz, on sent bien que c'est la fin. En tout cas sous la forme qu'on connaît. Ouais. Le réchauffement climatique, on est dedans et quoi qu'il arrive, on va devoir s'adapter. L'égalité entre sexes, machin, etc. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont en route. Mais l'eau, le jour où il n'y en aura plus, ça va être une autre. Enfin, plus sous sa forme douce. Oui. Oui. Et donc l'accès à l'eau ou la gestion de l'eau, ben voilà, enfin, pas d'eau, pas de vie quoi. Tous bien d'accord. Et donc je me suis intéressé à un cas un petit peu particulier de la gestion de l'eau, les chiottes. J'ai dit que j'allais faire du lourd, hein, et que c'était la merde, et que ça allait chier, mais pas les chiottes. Je rappelle que... Le chiotte beaucoup. Souvenez-vous de cette chronique. Donc j'avais déjà fait une chronique à ce sujet-là, et je reviens en deuxième saison, bien entendu, avec une chronique. Il faut toujours faire une version 2. La version 2, ouais. Je vais attaquer la version 3 après. Et donc ça commence comme ceci, donc honte sur nous, honte sur vous, n'est-ce pas? Vous qui chiez et pissez dans l'eau potable. C'est Quand tu parles à un Africain et que tu lui dis que tu as des toilettes et que tu tires à la chasse, et l'eau elle vient d'où? Bah du château d'eau. C'est d'eau potable. Ouais, c'est d'eau potable. Ça c'est vrai que c'est C'est un petit peu là. Donc là où il y a des gens qui crèvent de soif en Afrique, bah, vous permettez de faire vos besoins dans l'eau potable. Pire, vous jetez vos lingettes dans les chiottes, elles viennent décorer les arbres des cours d'eau qui ressemblent à des sapins de Noël quand il y a une petite crue après la station d'épuration. Bref, on va quand même essayer d'être positif. Quelles sont les coutumes de chiottes les plus durables dans ce bas monde? Comme les scouts, je dirais moi. Bon. La toilette sèche. Ouais, mais donc quand on fait une recherche, tu vois, on tape caca durable. Hein. Ok, d'accord. Mon Google est mon ami. Sur le net, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben on trouve quoi? En fait, tout ce qui concerne les rondes de poupée, les crottes de chien. D'accord. En clair, déjection canine. On trouve des ramasse-crottes durables, on retrouve des sacs plastiques biodégradables, etc. Mais donc pas d'humain en tout cas dans ce coin-là. D'accord. Ça me permet de faire une petite digression quand même. Question, donc vous avez un toutou que vous promenez le matin, midi et soir, vous êtes un bon maître, d'accord?
Et votre toutou fait son petit cadeau au minimum 1, 2 ou 3 fois par jour en promenade. Vous êtes un maître attentionné, respectueux de la propriété publique. Et donc, vous faites quoi? Un petit sac à crottes. Petit sac à crottes que vous Oh. ramassez. Voilà, voilà, David, voilà. il explique très bien. Voilà. David, il explique. Oui, Le ramasser de crottes, tu l'expliques très bien. Ça, avec ma main. Non, de quoi je comprends pas. Non, tu l'as déjà expliqué comment on ramasse la. Ah ouais, d'accord. T'as déjà expliqué quand on l'a dit. C'est même Oh, ça me expliqué, fait, ça me fait penser à un tuto qu'on devrait faire, Ouais, David. ouais, ouais. Non, mais on avait fait des photos, je me souviens qu'on avait fait une séance photo, Ouais. ça c'était pour les déchets. Oui, c'était Mais donc, pour les donc vous ramassez la crotte, hein, et puis vous faites quoi avec le sac qui est rempli du cadeau nauséabond? Alors, il y en a qui Ouais. pensent que c'est comme c'est biodégradable, ben, pouf dans l'eau. Ouais, c'est ça. Enfin, il y ou en a dans le pour ça, j'ai caniveau. remarqué, ils ont pas compris le. Et donc, projet. les trois quarts des C'est pas une gens, bonne puisqu'il idée. n'y a pas de poubelle tout près, la bonne excuse, n'est-ce pas? Mais dans Eh leur ben, poche. ils foutent ça dans leur Ah, poche. Non, 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 dans la voiloire, le premier venu. D'accord. Et Eh ben non, Comme les cigarettes. voilà, vous avez tout faux. Le plastique, parce que les trois quarts du temps, il est biodégradable, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il lui faut quand même une paire de semaines avant d'être biodégradé. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Le plastique, il s'en va direction mer du Nord, océan, et nourrir les poissons qu'après vous mangez, bien entendu. Bon appétit, messieurs, dames. Mais D'accord. juste sur l'heure du On midi, se c'est baigne bien. Enfin, moi je me suis baigné là il y a pas longtemps, et ben il y a des bouts de plastique, tu les vois en fait, tu te Ouais. baignes et tu Punaise. vois, tu te baignes avec du plastique. Voilà. Et donc ça rejoint le fameux 5e continent Ouais, plastique là. Et alors donc la petite merde, elle ben elle flotte. flotte. Mais donc elle se décompose, elle retourne dans les ruisseaux, Des machin, etc. chacolis. Voilà, Ouais. voilà. Donc on peut arriver à la conclusion habituelle que ce que vous buvez, donc que vous buvez, a au moins été pissé 20 fois, hein, dinosaures compris. Et alors tout ce que vous avez mis dedans là ces dernières années, ben, quelque part ça revient. Et donc ce caca qui est rempli de germes et autres joyeussetés, il se retrouve aussi dans la mer, les poissons, les baleines, blablabla, et on est parti pour le petit cycle. Donc c'est pas une bonne idée, Non. d'accord. Par exemple, on a pu prouver que certains phoques avaient chopé des bactéries de chiens. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi, voilà. Et ils n'ont pas fait des câlins aux chiens, quoi. Donc comment ils l'ont attrapé? Par les déjections des chiens qui sont arrivés jusque dans la mer. Amazing. Et donc, on vous rappelle quand même qu'il existe des poubelles pour ce faire, hein, simplement, et que le tout à l'égout dont on parlait dans le temps, il y a au XXe siècle, c'était juste une grosse erreur, une grosse connerie, quoi, de dire on pouvait tout balancer à l'égout. Hein. Donc, fin de digression. Et est-ce que les déjections canines c'est comme pour les déjections humaines ou pour le jardin? Est-ce que c'est bon pour le jardin? À partir du moment où il s'agit de carnivores et de viande, c'est pas trop conseillé. C'est pas trop Ah ouais. conseillé, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mm. Quand c'est un herbivore, pas de problème. Mais en termes de décomposition et de germes présents dans les déjections, quand il s'agit d'un carnivore, c'est autre chose. D'accord. Donc, on dit aussi tel maître tel chien, donc si votre chien est propre, bah vous aussi. Mhm. On revient donc sur les chiottes et sur les toilettes. Donc vous allez aux toilettes, mais est-ce qu'il existe justement des alternatives durables qui permettent d'éviter de polluer l'eau? Donc on l'a dit tout à l'heure, tu parlais David des toilettes sèches. On peut faire comme en Hongrie. En Hongrie, en fait, la tradition, c'est que tu vas à la toilette et tout ce qui est PQ, souillé ou pas, c'est dans une poubelle à côté. Espagnol aussi. En Espagne, à certains endroits aussi. D'accord. Il existe aussi des toilettes à incinération, donc qui transforment tant l'urée que l'urine que les déjections et qui les crament pour transformer ça en cendres. Et ces cendres, alors, on peut les utiliser comme engrais. Le problème, c'est que ça fonctionne avec du gaz Ah oui, oui. et que donc vous risquez de vous cramer les poils du. Non, mais, je veux dire, c'est pas un bazooka en dessous de derrière. l'incinérateur. Non, c'est une plaisanterie. J'hésite d'aller aux toilettes. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais encore. Et donc, on en vient à. Pas manger du piment. On en vient à un gars quand même bien connu sur toute la planète qui s'appelle Bill. Bill qui Clinton. Bill Gates. Bill Gates, Voilà. ok. Bill Clinton, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Non, non, bon. Donc, et à l'Amérique toute puissante. Et donc, en fait, Bill Gates et sa fondation, donc Bill et Melinda Gates, fondation, mais maintenant Melinda, Elle est plus dedans. elle est plus dedans, n'est-ce pas, avait lancé donc en 2012, ça commence à dater, hein, un concours pour réinventer les toilettes. L'objectif du concours, donc, c'était de ne plus, enfin, c'était sérieux, hein. Donc on se rend compte que la nourriture et les eaux sont polluées par les matières fécales et provoquent plus d'1,5 million de morts infantiles par an. Et donc leur objectif c'était de faire appel à des équipes de chercheurs
provenant des plus prestigieuses universités pour développer du trésor d'ingénierie et répondre à un cahier de charges serré. Ces toilettes doivent réceptionner et traiter les déchets humains en l'absence de réseau d'eau, d'égout ou de connexion électrique et transformer ces déchets en ressources utiles telles que énergie, eau à prix abordable, etc. Ça, c'était ce qui était mis dans le cahier de charges de la Fondation. Et donc, il y a quand même eu 3 projets qui ont été soutenus à coût de centaines de milliers de dollars. Et donc, il y avait la première chose, c'était une toilette sèche qui produise, une toilette solaire qui produit de l'hydrogène. Donc ça, c'était une université en Californie. Et donc, ils ont reçu quand même 100 000 dollars pour un prototype dont on n'a plus jamais entendu parler d'ailleurs. Sauf si vous êtes branché sur ce genre de truc. Mais donc, avec un panneau photovoltaïque qui alimente un réacteur électrochimique qui décompose l'eau et les matières organiques en hydrogène gazeux. Ensuite, l'hydrogène gazeux peut être stocké et consommé dans une espèce de pile à combustible comme les nouveaux véhicules à hydrogène. Voilà. Donc à la rigueur, vous pourriez aller faire vos besoins dans votre nouvelle voiture à l'hydrogène. Et donc produire ouais, c'est ça, quoi, voilà. Et produire d'un courant électrique sur demande. Voilà. Et l'installation tient dans la taille d'une toilette type toilette chimique. Quoi. Deuxième projet, ce qu'on appelle l'hydrocarbonisation pour charbon bio. Et donc là, c'est aussi au Royaume-Uni, donc là, ils ont reçu 60 000 dollars. Et donc, c'est les toilettes qui transforment les déjections, etc., en charbon biologique avec un rejet de minéraux et d'eau propre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la carbonisation hydrothermale. Et donc, ça réduit toutes les excrétions en produits réutilisables qui peut être utilisé pour le chauffage, pour le charbon. L'eau remise dans le réseau, elle n'est pas potable, mais elle est propre à la vie, on va dire ça comme ça. Okay. Et donc le reste peut être valorisé au niveau de l'agriculture. Et le dernier, donc ça c'était l'université de Toronto, donc au Canada, ils ont reçu 40 000 dollars. Et donc c'est une toilette de désinfection avant fertilisation. Et donc en fait ça permet de désinfecter avec un filtre UV donc les déjections et puis de produire en fait du compost pour mettre sur les champs, etc. Et donc sans avoir des germes. Voilà. Et donc si Bill s'est occupé de ça en 2012, ça date quand même, il y a peut-être moyen de faire des choses en la matière de nos jours, puisque l'eau est quand même un bien précieux. Voilà. Et souvenez-vous aussi d'une petite anecdote de cette émission, mais vous deux, Yves et Pierre, vous n'étiez pas là, mais toi tu étais là avec Thomas Leric, tu te souviens le pipi dans la douche là voilà. Donc qui préconisait de plutôt que de tirer la chasse, d'aller faire pipi avant d'aller prendre sa douche, de faire pipi dans sa douche. De toute façon, l'eau va au même endroit. Bon, après on fait pas pipi sur les pieds quoi. Christophe, voilà. Ouais. On a aussi un petit tuto qui existe sur notre chaîne YouTube qui parle justement de comment être plus zéro déchet au niveau de la salle de bain, et on en parlait de ce fameux petit pipi dans la douche. Voilà. Bon voilà, c'est des petits gestes, mais bon voilà peut-être. Mais c'est vrai que... mais voilà. Mais à une réflexion, en tout cas, c'est vrai que l'enjeu de l'eau pour les décennies à venir... Quand on voit que les gens s'entretuent pour du pétrole, je pense que pour l'eau ce sera bien pire. Alors on est nantis ici parce qu'on a facilement de la flotte, mais... On s'en rend pas toujours compte non. la valeur que bon, à réfléchir en tout cas, nos comportements. Si on devait mettre la valeur réelle qu'à l'eau, je pense que... Et en même temps, c'est un bien universel, normalement, l'accès à l'eau. Et ça aussi, donc se pose la question du droit de l'accès à l'eau. Est-ce que les gens ont le droit de faire du beurre sur un truc qui est absolument nécessaire quoi. On enlève l'eau, ton corps il est constitué de plus de 90% d'eau. Après, c'est vrai qu'il y a des inégalités, parce que même tu vois dans en Amérique et à Dubaï et tout ça, ils ont des piscines, des trucs, des jets d'eau, des fontaines et tout. Même si les circuits sont sûrement fermés, réutilisés, j'espère. Et l'eau, elle est quand même là pour faire rire les gens, limite. Et donc on en arrive à inventer des usines, en tout cas j'avais entendu que pour des problèmes d'eau en Espagne, ils allaient réactiver, et plus tôt que d'habitude cette année, des usines de désalinisation
Et donc il faut bien sûr de l'énergie pour faire fonctionner ces usines. Après, je connais pas du tout le process. Enfin, j'imagine, je sais pas. Ils prennent l'eau de mer et puis là... Ils enlèvent enlèvent le sel, mais je sais pas par quel procédé. Mais voilà, donc, voilà, donc on en est là. Un petit, petite chronique terminée du docteur. Pensez-y pendant votre été, au mois d'août. Ne gaspillez pas l'eau. Voilà. Plutôt que d'acheter une grande piscine, achetez-vous un petit jacuzzi, ce sera déjà pas mal. Eh ben c'est très bien, merci beaucoup pour ces informations utiles. On va tout de suite continuer cette émission avec la rubrique le rendez-vous du web. Comme ça nous ne perdons pas de temps. Écoutons d'abord un petit jingle. RQC vous ouvre le micro et vous montre comment faire. Association, acteurs de terrain, impliqués de toutes parts et indignés trop souvent, on prend 1 heure ensemble. 1 heure pour le dire, pour prendre la parole, construire son émission et dire. Intéressés, contactez-nous à bonjour@rqc.be. Bonjour@rqc.be. Est-ce que l'utilisateur est non reconnu aujourd'hui ou est-ce qu'il est bien connu, l'utilisateur? L'utilisateur, toujours bien connu, non? Ah oui, c'est toi. Bonjour. Mais je donne ma parole. Une petite nouvelle fraîche, en fait, on parlait justement de l'eau et comme on est agent de police judiciaire en matière d'environnement, on reçoit régulièrement donc les problèmes en fait qui se déroulent notamment à la station d'épuration, donc c'est ce qu'on appelle les non-conformités. Et on vient de recevoir justement un mail en expliquant colmatage du dégrilleur. Et donc description d'accident par suite des fortes pluies en présence de nombreuses lingettes, masques et briques. Briques carrément. Mais donc c'est surtout les lingettes, les masques. Plusieurs épisodes de colmatage complet ou partiel de l'ouvrage, donc de l'entrée à la station d'épuration des grilleurs, ont provoqué donc le bypass. Donc ça signifie que l'eau est passée au-delà de la station d'épuration sans être épurée directement dans le ruisseau. Et donc on en parlait. Oui, les toilettes, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle et les lingettes, ça ne se dégrade pas. Et donc arrêtez de foutre vos lingettes dans les chiottes. C'est pas parce que c'est en dessous de la terre, en dessous de vos pieds qu'on le voit pas. Hein. Et puis même, je dirais, Christophe, ça peut être aussi, entre autres pour l'histoire des masques, maintenant il y en a moins qu'avant, mais tu sais, un masque et tu te rends pas compte, tu l'as mal mis dans ta poche, puis il tombe par terre, et puis il s'emporte avec le vent, et puis quand il rencontre un caniveau, là il va tomber dans le caniveau, et puis il va suivre le parcours de l'eau et être transporté jusqu'à la station d'épuration. Bon, moi je parlais aussi d'eau dans ma rubrique, donc c'est ça qui est assez rigolo. On s'était pas, entre guillemets, concerté, voilà, je cherchais le mot. Mais donc, je m'étais dit pour l'été, on va parler un petit peu de détente. Et donc, pour vous parler que la région wallonne donne son feu vert au début de l'été, et donc encore maintenant au mois d'août, à la baignade en plein air. Donc, il n'y a pas de nouveaux endroits cette année, en 2022, au niveau de la région wallonne. On compte 25 sites en région wallonne où on peut aller, c'est accessible aux nageurs. Et cette saison de natation se déroule jusqu'au 30 septembre. Donc en théorie, donc ces 25 sites sont accessibles tout l'été. Mais bien sûr, il peut y avoir soit... donc il y a des contrôles. Hein, ces pavillons, les endroits où on peut aller nager, ils reçoivent un pavillon bleu et ils sont contrôlés régulièrement au niveau justement des bactéries dans l'eau. Si ça devient dangereux pour l'homme, donc on arrête de permettre de nager. On doit souvent attendre. Là, il y a des contrôles souvent qui ont lieu après les orages, justement, parce que quand il y a orage, comme on vient d'en parler, il y a beaucoup d'eau qui ruisselle de partout, et donc là, on peut avoir des problèmes. Les stations d'épuration ne peuvent pas absorber, et donc, comme on dit, il y a de l'eau non filtrée, enfin non traitée qui passe et qui arrive dans les zones d'eau douce, et donc là, il peut y avoir des problèmes. Et donc, il faut parfois attendre. Donc, on parlait de cette algue bleue, ça c'est une algue cyanobactérie, et c'est lors de fortes chaleurs dans certains plans d'eau, on surveille cette bactérie, cette cyanobactérie, et puis si elle est trop haute, on doit attendre quelques jours que son taux diminue. Voilà. Et donc globalement en 2021, on peut lire sur ce site que la qualité de l'eau était assez
est excellente ou bonne. Et donc ça c'est très bien parce que alors ça veut dire que c'est irréprochable pour la santé des baigneurs et même les très jeunes enfants c'est pas dangereux pour eux. Donc le plus près en Hainaut, pour nous les gens qui habitent près de Moucron, enfin à Moucron, c'est quand même le lac de l'Odeur. Donc c'est quand même loin. Oui, en fait il y a plus près, mais alors... le Gaveur ça... si, il y a le Gaveur ça Courtrai, oui, excusez-moi. Mais du côté wallon, en fait, il y a des endroits plus près, par exemple à Péronne, mais c'est accessible que pour les stages de l'ADEPS. Donc là, moi, je pose un peu un pavé dans la mare, si on veut, parce que je me dis, mais pourquoi ça ne peut pas être ouvert aux particuliers le week-end, par exemple, ou quand il n'y a pas de stage de l'ADEPS, et qu'il n'y a pas d'enfants qui font des stages ou des adultes qui font des stages ADEPS, pourquoi ça ne pourrait pas être ouvert aux baigneurs et aux gens qui ont envie de se baigner dans l'eau douce? Voilà, je pose une petite question, maintenant on verra si on nous écoute et si on nous répond. En tout cas, moi ça m'interpelle. Mais donc, il y a tout à fait possibilité de s'informer, et donc c'est des données qui sont mises à jour régulièrement. Donc ici, je vois que tous les 15 jours, il y a une analyse de l'eau qui est faite. Et donc, avec des petites étoiles, on donne une cotation de la qualité de l'eau. Et donc, ce site, c'est quoi? C'est environnement.wallonie.be. Et puis, vous mettez un /, et puis vous mettez baignade. Et les mots-clés vous permettent d'arriver sur le site. Et puis ensuite, vous avez les zones de baignade qui sont géolocalisées. Et donc là plus près, c'est vrai que c'est le Grand Large à Péronne, mais le souci c'est qu'on peut y aller que par le biais de l'ADEPS. Et donc pour avoir accès libre et nager tranquillement dans l'eau douce en Hainaut, il faut aller jusqu'au lac de la Plate Taille, qui se trouve du côté de l'Odeur, donc vers la botte du Hainaut. Mais bon voilà, ça peut être une excursion, on part en famille et... bien sûr, soyez toujours prudent quand on nage en eau douce, il faut rentrer dans l'eau doucement, mouiller son cou, enfin voilà, et alors il ne faut pas le faire aux heures les plus chaudes de la journée, parce qu'on peut avoir des hydrocutions. Donc ça c'est toujours allez, enfin, soyez prudent, voilà. D'accord? Mais donc c'est quand même un chouette moyen de se détendre et de trouver de la fraîcheur, surtout en été. Et donc voilà, moi c'était une première information que j'avais envie de vous donner. Et c'est vrai que j'avais noté dans mon petit truc, quand il fait chaud et tout ça, on a vraiment envie de se détendre, de sortir le maillot et d'aller nager. Alors toujours, on peut aller à la côte belge aussi nager, mais sinon, bonne nouvelle, la Flandre regorge aussi d'étangs et de bassins naturels où il est possible de se baigner en toute sécurité. Une belle occasion de découvrir la région du nord du pays. Et donc le domaine du Gavers, qui est vraiment pas très loin de chez nous, il y a un étang dans le domaine du Gavers qui est entouré de bois. Il y a des pistes cyclables et d'ailleurs on sait facilement aller en vélo jusque là-bas et ensuite de faire une petite promenade et pourquoi pas de piquer une petite tête dans cette eau douce, c'est très sympa. C'est ouvert de 10h à 19h. Donc voilà, une occasion de se rafraîchir et de prendre du bon temps en plein été. Super, voilà. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. On va faire un petit intermède musical avec Zaz, Sous le ciel de Paris. Ça te va? Oui. Allez, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Moi j'en ai un s'il fallait, enfin s'il faut pas, mais en fait donc je vous montre pour ceux qui regardent sur notre chaîne le calendrier d'environnement. C'est souvent quelque chose que souvent des gens de Moucron, quand ils arrivent, ils déménagent, ils arrivent à Moucron, ils le cherchent, ils ne savent pas trop où l'obtenir, c'est à notre service. Mais il y a aussi moyen d'utiliser une app qui s'appelle Recycle, qu'on met facilement sur son smartphone. Et en fait, ce qui est très chouette avec cette application-là, c'est qu'on peut géolocaliser l'endroit où on se trouve, donc on met son adresse ou le nom de sa rue, et puis voilà. Et ensuite, en fait, on reçoit des notifications. Et donc, on ne rate plus la collecte du papier ou des PMC, ou celle des ordures ménagères, le sac gris, le sac noir, comme on l'appelle comme on veut. Et donc, ça, c'est chouette parce que on reçoit la notification la veille, et donc on pense bien à faire son sac. Parce qu'il arrive régulièrement qu'on a des gens qui nous téléphonent le matin en disant « Ah, on était mercredi et on n'est pas venu chercher mon sac, et qu'est-ce qui se passe ?»
Et en fait, en creusant un petit peu, en discutant avec la personne qui nous téléphone à la cellule environnement, on se rend compte qu'en fait, la personne, elle a mis son sac, mais il était déjà 8h30 ou il était peut-être même 9h. Et en fait, le camion, il est déjà passé à entre 6h et 7h. Ou alors des personnes qui se trompent de semaine en disant oui, voilà. c'est les PMC, je mets mon sac. Alors et j'ai regardé mon voisin, mais en fait, non, regardez. Une fois qu'il y en a un qui met son sac, c'est parti pour toute la rue. Donc on rappelle que si vous vous êtes trompé et que c'était pas la collecte, vous reprenez votre sac bleu, soit vous le laissez dans votre garage et vous attendez 15 jours, enfin la semaine d'après, ou alors ce qui peut être fait, vous allez jusqu'au parc à containers, ils sont ouverts, ils ont des horaires d'ouverture très accessibles et il suffit d'aller le mettre alors au parc à containers. La même chose pour une boîte de papier et carton, si vous l'avez mis et puis que c'était pas le bon jour, c'est pas grave, vous attendez la bonne journée, le bon jour, et voilà. Donc, recycle, très pratique. Qui est très pratique. Eh bien, on trouve des petits producteurs qui directement vous vendent leurs produits. Et puis, il y a une deuxième particularité, c'est que c'est très convivial, on y rencontre beaucoup de gens. Rien qu'à les regarder, on voit tout de suite que c'est pas de l'industriel, ils sont pas calibrés, il n'y en a pas de la même taille. Regardez s'il est superbe. On peut aussi s'abonner à un panier de fruits et légumes. Pour les consommateurs, souvent l'idée c'est de se sentir plus proche de leur alimentation et plus proche des agriculteurs aussi. Pour certains, c'est venir consommer des produits locaux, des produits de saison. Pour d'autres, ça va être soutenir une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est souvent un mélange de motivation individuelle et puis de préoccupation plus collective aussi. Alors, donc aujourd'hui, on parle court-circuit et on parle cantine. Est-ce que vous pensez qu'on peut marier les deux? Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec la ferme La Prairie à Moucron. Je ne sais pas si vous connaissez La Prairie. Beaucoup de nos éditeurs ou de ceux qui nous regardent, vous connaissez. La ferme La Prairie, c'est une ferme d'animation qui se trouve pas très loin du hall du terroir, en fait, à rue de la Vellerie à Moucron depuis 40 ans, quoi. Enfin, ils existent, La Prairie, mais après ils se sont installés autour de la fin des années 80 sur le site de la Vellerie. Et donc en fait, il y a un projet qui s'appelle, qui est tenu par Manger Demain, qui est une ASBL qui s'occupe des Green Deal pour une relocalisation de l'alimentation locale. Qui a lancé un appel à projet, mais ça date déjà de la fin de l'année passée. Et moi, en tant qu'animateur un peu dans le hall du terroir, j'ai activé les liens entre le hall du terroir, La Prairie, mais il y avait déjà des liens qui existaient, mais on a rendu ça plus durable en fait, et on met cette collaboration en avant. Et donc on a mis en place un protocole pour faire des repas locaux à la cantine de la ferme La Prairie. Ça se faisait déjà, mais là on va essayer d'amplifier le phénomène et on va aussi participer à ce qui s'appelle un Green Deal, c'est-à-dire qu'on va mettre davantage d'actions en faveur de l'alimentation locale et durable, avec aussi plein d'autres actions, mais c'est un processus, une démarche qui va démarrer maintenant et qui va se poursuivre. On a un projet là qui se lance pour 18 mois. Après 18 mois, on a toutes des actions qui vont se mettre en place. C'est un petit peu le même principe qu'un PCDN. Donc un PCDN, c'était un plan communal de développement de la nature et qui permettait de mettre des actions en place pour améliorer la biodiversité au niveau de la commune. Et ici, la démarche, elle suit un peu le même processus. Le Green Deal va permettre, par des fiches d'action et des actions et une analyse un peu de critères, de voir ce qui fonctionne déjà et ce qui doit être amélioré, entre autres par exemple sur le choix des fournisseurs, est-ce qu'on a mis en place un tri des déchets, enfin voilà, il y a toutes sortes de critères différents. Et on va être accompagné par l'ASBL Manger Demain et le coordinateur qui va revenir régulièrement vers nous avec des formations aussi qui vont être données aux cuistots, qui vont être données aux équipes qui encadrent la cantine au niveau de la prairie. Et donc le lien aussi se fait avec le hall du terroir parce que donc nous on vend en circuit court des légumes et des fruits locaux et de saison et donc la prairie viendra les acheter au hall du terroir et donc ça profite aussi aux agriculteurs qui sont dans notre région et qui sont partenaires du hall du terroir
Et donc tout ça, ça permet de mettre en place vraiment l'objectif d'obtenir un label de cantine durable. L'idée, c'est qu'après ces 18 mois de fonctionnement, on va analyser un petit peu tout le processus et la démarche. Et ça permettra à la prairie donc d'être une cantine avec, elle pourra obtenir un label. Et alors l'image, c'est un radis, 2 ou 3 radis, suivant le niveau atteint dans le processus. A priori, là, en faisant un petit peu une analyse de lancement de projet, la prairie, qui est déjà dynamique dans cette démarche de cantine durable, obtiendrait facilement un radis. Donc on va peut-être même challenger d'obtenir 2 radis. Il faut savoir qu'il y avait eu une première phase de test avec d'autres cantines en région wallonne, et qu'il y a 2 cantines qui ont déjà eu un radis comme label. Et donc voilà, à Moucron, on participe à cette démarche. Et donc on en reparlera régulièrement au niveau du site du hall du terroir et de la prairie aussi, bien entendu. D'ailleurs, pour cet été, les enfants qui sont à la prairie et qui vivent leur journée, leur semaine de stage à la ferme, le thème de la semaine, enfin des semaines de l'été, c'est sur l'alimentation. Et l'alimentation durable, comment manger local, comment aussi produire sa nourriture, parce que donc la prairie, ils ont aussi un potager où ils cultivent des légumes et des fruits qu'ils consomment à la ferme, et donc il y a tout un processus d'apprentissage là qui est très intéressant. En plus, ils ont aussi un four à pain, donc ils font du pain à partir de la farine de la ferme La Roussellerie. Donc il y a vraiment toute une démarche là qui est très intéressante. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'acheter de la farine moucronoise, nous au hall du terroir, on vend deux sortes de farine bio qui sont produites ici localement, donc n'hésitez pas à franchir le pas. On réouvre au mois d'août le hall du terroir après le congé du 15 août, donc le mercredi qui suit, on sera ouvert et on sera heureux de vous accueillir. Donc si jamais vous voulez acheter de la farine moucronoise, c'est tout à fait possible. Voilà, donc il y aura aussi sûrement plein d'activités au mois d'août à la prairie. Donc ça, si vous voulez savoir un petit peu comment on peut visiter la prairie, qu'est-ce qu'on peut y faire, ils ont un site internet qui est www.prairie.be. Et voilà. Et donc pour avoir des infos sur le Green Deal, là il y a soit le site Manger demain de la région wallonne, et aussi terroirmoucron.be où on va parler de ce projet. Vous en entendrez sûrement parler encore, vu que c'est un processus qu'on lance et qui va durer 18 mois pour obtenir le premier label, et après on reçoit le label pour 3 ans. Donc voilà, enfin, ça c'est la prairie qui gérera, et donc c'est chouette. Par rapport à la prairie, ils font ça aussi sur le site de Dotigny, du coup aussi donc oui, on travaille de pair. Après, exactement, moi les liens que j'ai du hall, c'est directement avec la prairie qui se trouve à Moucron, mais je pense qu'ils travaillent de pair pour la cantine. En tout cas, je pense qu'ils collaborent. Après, je ne sais pas exactement si à Dotigny, ils travaillent avec la cantine de la ferme de la prairie. Moins de possibilités, mais en tout cas, il y a une éducation sur l'alimentation durable. Ça, ils le font aussi à Dotigny. C'est une bonne question. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours, mais il y a aussi une ferme urbaine à Dotigny. Du sous-lieutenant Caton. Voilà, qu'on peut visiter. Et donc, c'est une occasion si vos enfants et tout ça aiment bien les animaux de la ferme, il y a des endroits où on peut être en contact avec les animaux. Ça fait aussi partie du bien-être animal, et c'est très chouette de découvrir la ferme, et c'est accessible, on peut s'y promener facilement. Donc pour finir un petit peu dans ma rubrique sur les circuits courts, je rappelle bien entendu que dans quelques jours, on vous propose la porte ouverte dans les jardins potagers urbains biologiques à Moucron. C'est Goûter au jardin qui a lieu le 21 août, le dimanche 21 août, de 10h à 17h. Vous pourrez faire le tour d'une quinzaine de potagers. Il y aura des distributions de graines, de semences, de fleurs. On en a déjà parlé à notre émission du 8 juillet. Donc si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller la réécouter. Et puis, bien sûr, je rappelle les prochaines dates du marché du terroir. On ne fait pas de marché du terroir au mois d'août, mais on vous donne rendez-vous le 15 septembre à la rentrée avec un concert de l'Académie de musique qui viendra jouer avec des flûtes traversières, entre autres. Un petit concert au marché du terroir. Ça, c'est toujours le 3e jeudi du mois de 15h à 18h30 sur la grande place de Moucron. Et il y aura encore une prochaine date, c'est le 20 octobre, le dernier marché du terroir en centre-ville. Voilà, donc c'est une occasion chouette de découvrir des produits du terroir, et sinon toujours bienvenue au hall du terroir pour consommer local.
Ouais, on reprend bien les horaires habituels, hein, parce qu'au mois de juillet, on se souvient du 21 juillet, hein, ce magnifique marché du terroir qui avait lieu toute la journée de 9h à 16h. Alors que là, on reprend les horaires habituels. Hein, voilà. Et puis, si je peux rappeler les horaires du hall du terroir, c'est le lundi après-midi de 13h à 19h, le mercredi après-midi aussi de 13h à 19h et le samedi matin de 9h à midi. Donc, tout à fait possibilité de venir consommer en local et en circuit court et de soutenir les agriculteurs de notre coin. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations locales et énergisantes. On écoute encore un petit morceau musical de ton choix, The Cranberries. Mais mais en fait non, c'était par rapport à la chanson précédente. Mais c'est parce que je suis tombé sur un article qui m'avait un peu impressionné. C'est que donc des grandes villes comme Paris subissent aussi toutes les chaleurs, les grandes chaleurs comme on peut connaître, comme on avait connu déjà au mois de juin. Et donc, le constat est le suivant, c'est que pour refroidir les villes ou permettre aux villes d'avoir une température acceptable, la meilleure solution, c'est de créer des îlots de végétalisation, de mettre des arbres en ville, et que ça a vraiment un impact qui peut permettre de diminuer de 6 à 10 degrés les endroits où il n'y avait pas d'arbres par rapport aux endroits où il y a des arbres. Et donc, voilà, je veux faire un peu réfléchir aussi notre commune, bon, même si on a beaucoup d'arbres dans les jardins, mais dans nos rues, voilà, une petite réflexion comme ça sur pourquoi on mettrait des arbres dans les rues, ça peut quand même servir à refroidir et à avoir des endroits où on peut respirer. Et donc, il y a bien sûr le parc Moucron où on peut aller se balader. C'est ce que j'allais dire, déjà quand tu te promènes quand il fait vraiment très très chaud sur la Grande Place ou au parc communal, tu sens déjà une différence. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas d'arbre dans votre jardin, pensez-y, on peut facilement planter un arbre. Si on laisse pousser son arbre, on doit le mettre à 2 mètres de la clôture et il peut grandir et faire sa vie. C'est 5 mètres? C'est comme un passage piéton, une postation. Ok. Et 5 mètres. Et voilà, et donc plantez votre arbre à 5 mètres de la clôture, laissez-le pousser et il fera de l'ombre chez vous. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations très complémentaires. Donc on poursuit en musique avec ton autre choix musical qui était The Cranberries, Zombie. Un petit peu d'énergie. Voilà, on écoute ça. Donc on peut en parler, des projets de transition, ça peut être chouette. Donc, en 2021, on a encore combien de temps pour la musique là? 1 minute. Combien? 1 minute. Ouais. Donc pour fin août, on relance donc les projets, appel à projets pour la transition écologique et tutti quanti. Oui. En 2021, il y avait 8 projets. 7, 6, 5, 4, 6 projets. 4 en 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc voilà. Donc, 4, 8. Ouais, 4, 8. Ah, c'est ça, c'est 4, 8, c'est là. Et donc avec un financement communal, en tout cas, et une aide technique pour la réalisation des projets, pour autant que ça ne soit pas une personne qui rentre le projet, et que ça soit un projet qui soit bien entendu durable, donc qui sera analysé au regard des objectifs du développement durable par un jury entre guillemets indépendant et validé ensuite par le collège, donc pour une réalisation en fin d'année, voire en début d'année civile prochaine, donc 2023. Moi je me demandais pour ce genre d'appel à projet transition, on pourrait pas essayer de faire plutôt une démarche un peu comme une CCAT, mais enfin tu vois, une CCAT durable, enfin je sais pas, tu vois, que ça soit plutôt pour guider et encourager les citoyens à faire travail de groupe quoi. Pourquoi pas. Mais je me dis, justement, comme tu dis que ça ne doit pas être un citoyen tout seul. Par exemple, moi je trouve des bacs à fleurs, des bacs à fleurs autour de mon rond-point, ce serait, enfin mon croisement, ce serait sympa. Ça mettrait plus de. Sauf qu'au niveau sécurité, ça ne fera pas. Des petits bacs à fleurs, il ne faut pas des trucs immenses. Hein. Dans la petite rue, on met des bacs à fleurs. Donc, il n'y a pas de voitures qui doivent tourner. Moi, il y a des poteaux de toute façon. À mon carrefour. Non, des petits. Enfin, on va réfléchir. Allez.
dehors. Et oui, vous reconnaissez cette douce mélodie de la voix des animaux. Nous retrouvons Yves le spécialiste en la matière. Merci David. Bonjour à tous. Donc en mai dernier, on avait parlé de la Société protectrice des animaux, la SPA. On a fait un reportage là-bas. Laura Willen, la directrice, nous avait un peu expliqué ce qu'elle faisait au quotidien. Et aujourd'hui, on s'est tourné vers une autre association pour la mettre un peu en valeur. C'est l'ASBL Cats Cocoon. Et donc je vais laisser la parole tout de suite à Nathalie Debert, qui est donc la directrice de l'association. Elle nous explique un peu voilà, la création de l'association Cats Cocoon. Et l'association Cats Cocoon en juin 2017. Et le but premier de Cats Cocoon, c'était d'ouvrir un petit refuge pour permettre à des chats errants, des chats malades, des chats qui traînaient les rues, les chats abandonnés, de se retrouver dans une petite structure où on puisse les mettre en ordre de soins, de tout, de vaccins, de stérilisation. Et puis maintenant, donc, de puces électroniques, hein, puisqu'il y a quand même une loi qui nous oblige, enfin qui oblige maintenant tout le monde, y compris les propriétaires et les particuliers, de stériliser et de pucer leurs animaux. C'est important de le savoir. Et donc du coup, on a commencé, on était trois filles, on a commencé à se lancer dans cette petite aventure. Et maintenant, on est une équipe quand même importante. Hein. On a une quinzaine de bénévoles et j'ai envie de dire 8 familles d'accueil pour les chats. On tourne aussi bien avec une rotation au niveau du refuge qu'avec une rotation au sein de familles d'accueil. Le refuge, c'est plus un endroit de transit où les chats ont le temps de se poser, le temps des soins, le temps de leur premier vaccin pour pouvoir intégrer une famille d'accueil. Parce qu'en général, les familles d'accueil, elles ont elles-mêmes des chats. Et donc, c'est important qu'il y ait un vaccin qui soit fait avant d'intégrer une famille d'accueil. Maintenant, après, évidemment, on stérilise. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand on trouve des adoptants et des maisons définitives pour tous nos chats qu'on accueille. Et donc l'association, elle fonctionne avec un refuge où ils accueillent des animaux et donc des familles d'accueil. Donc les refuges, voilà, c'est durant un certain laps de temps où ils ont les soins, etc. Et alors à côté de ça, les familles d'accueil, c'est des personnes un peu comme tout le monde qui accueillent les animaux aussi pour les soigner, le temps de les remettre en ordre avant l'adoption. Et ça leur permet justement d'avoir un peu plus de possibilités d'accueillir des animaux pour pouvoir accueillir un peu plus de chats. Et donc justement la directrice, elle voulait aussi lancer un appel pour tenter de trouver davantage de familles d'accueil, ce qui permettrait justement de pouvoir recueillir davantage de chats. Elle explique un peu justement le rôle de ces familles d'accueil. À des familles d'accueil, parce que ça, voilà, c'est vraiment le point le plus bénéfique pour notre association et pour les chats, c'est d'avoir une famille d'accueil. Et si des personnes ont une fibre animale, féline en plus, aimeraient pouvoir offrir une petite place au sein de leur maison pour un de nos chats, et un peu de temps, un peu d'implication, beaucoup de douceur, beaucoup de patience, nous, on prend, en sachant que voilà, ils sont pas seuls, on est là. On se met un point d'honneur à ce que ces personnes qui sont familles d'accueil, le temps de trouver une famille définitive pour nos chats, n'aient pas à débourser quoi que ce soit. Donc on fournit les croquettes, on fournit la pâtée, on fournit le matériel, la litière. Voilà, on est là derrière. La seule chose, c'est de donner un peu d'amour et de place à un chat. C'est d'accepter de venir aux consultations au moment où il y a des consultations pour cats. D'accepter aussi qu'il y ait évidemment à un moment ou à un autre une visite de particuliers qui viennent voir les chats à adopter. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça, c'est vraiment très important de pouvoir offrir cette petite période de transition aussi à un chat de la rue ou à une maman ou un chat qui nourrit ses chatons au sein d'une famille ça. Et donc justement, le rôle des familles d'accueil, ça permet justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'avoir une présence, parce qu'évidemment au refuge, c'est lorsque les bénévoles passent, et ils passent quand même 2 à 3 fois par jour, mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc ce rôle de famille d'accueil permet justement d'avoir plus de présence pour les chats, ce qui est évidemment important pour eux. Et donc lorsque les chats sont remis en ordre au niveau des vaccins, des soins, ils sont proposés à l'adoption via le Facebook de l'association. Ils sont aussi présents sur j'adopte.be. Et donc Nathalie Debert, elle explique un peu comment ça se passe justement au niveau des adoptions.
sont mes bénévoles qui partent chercher les chats en question. Donc ils arrivent ici au refuge, ils passent automatiquement en quarantaine. Ça c'est une obligation légale. Hein. Ils passent en quarantaine, le temps de voir détecter d'éventuelles maladies. Et aussi ça nous permet d'entamer des premiers soins, parce qu'en général les chats qui arrivent au refuge ne sont pas des chats en bonne santé, c'est pas des chats de maison. Donc c'est des chats qui traînent la rue, et donc ces chats ont en général le coryza. Et donc il faut un premier temps pour les observer, voir un peu s'ils vont déclencher des maladies. Et en second temps, il faut les soigner. Ils vont automatiquement chez notre veto. On a des consultations, donc toutes les semaines, on a une consultation privée, rien que pour Cats Cocoon, donc chez un de nos vétos ici à Moucron. Et donc le veto les examine, si possible, premier vaccin. Donc on n'hésite pas, on lance le premier vaccin, et les médocs s'il faut donner les médocs. Et donc c'est nos bénévoles qui viennent le matin. Donc il y a un entretien et des soins donnés aux chats au refuge le matin, avec ce que ça comporte, avec des médocs à donner, avec des locaux à nettoyer, avec des croquettes, à donner de l'eau fraîche tous les jours, des canins, surtout des canins. Et puis quand ces chats sont enfin en ordre de vaccination, ben, on recherche des familles d'accueil pour qu'ils ne traînent pas au refuge. Ah ben, quand ils sont prêts à être adoptés, ce qui se passe, c'est qu'on fait des photos. Donc, et je les poste sur Facebook. Et là, ben, les gens intéressés, en général, les gens connaissent, hein, ils savent s'ils veulent adopter un chat, ils connaissent les différentes institutions, la SPA, Silence Animal, Cats Cocoon. Donc voilà, ils vont sur les sites et s'il y a un chat qui leur plaît, ils nous contactent toujours via notre page Facebook. Évidemment, il y a un processus qui se met en route, mais on ne fait pas d'adoption. Nous, on ne fait aucune adoption sans avoir fait une visite au préalable chez le futur adoptant. Ça, c'est impératif. Il y a une prévisite. Par contre, ça, c'est déjà arrivé qu'on a refusé l'adoption parce que ça ne convenait pas chez les gens en question. Et en tout cas, on a cette prévisite et on a un contrat d'adoption qu'on fait toujours lire aux gens qui désirent adopter avant. Moi, je dis, il faut qu'ils aient une idée de ce qu'on va leur demander et exiger à ces gens qui vont adopter un chat, c'est pour 20 ans. Donc voilà, donc il y a un contrat d'adoption. En premier lieu, il faut être OK avec le contrat d'adoption. Si les gens ils disent déjà, bah non, moi mon chat, si j'ai un chat, il faut me rester dehors et il rentrera pas dans la maison, bah, s'il ne rentrera pas d'adoption de possible chez ces gens-là. Donc il y a un contrat d'adoption qui signe, les deux parties signent, et il y a évidemment une prévision. On demande aussi aux gens qui adoptent de nous donner des nouvelles. Donc il y a même des gens qui viennent même de Bruxelles pour venir adopter parce que comme elle disait, ils sont présents sur j'adopte.be et donc apparemment des personnes qui travaillent aussi à la communauté européenne qui viennent adopter des chats de Cats Cocoon. Et donc en 2021, ils ont recueilli pas moins de 316 chats. Mais de Moucron, ça, ou d'ailleurs aussi ou... Les chats, bah donc les chats, ouais. 316 chats, ça, enfin quand presque on pense un par jour, quoi. Ouais, c'est ça, presque un par jour, et il reste évidemment pas une seule journée. Donc ça représente évidemment beaucoup de travail. Il y a, sur ces 316 chats, il y en a 205 qui ont été adoptés. Et donc effectivement, ben, voilà, il faut s'en occuper tous les jours, même les week-ends. Ça prend du temps pour les bénévoles, pour les vétérinaires, pour les familles d'accueil. Et la période de présence la plus longue pour les chats avant l'adoption, c'est 8 semaines. Là, c'est vraiment lorsque la maman chat vient avec ses chatons, le temps de l'allaitement. Donc ça, c'est vraiment la période la plus longue de présence au niveau de l'association. Sinon, les périodes de présence, bah, ça fluctue un peu en fonction des soins donnés, en fonction des personnes qui souhaitent adopter. Et donc, évidemment, le but, c'est de trouver le plus rapidement possible une famille définitive ou alors une famille d'accueil, comme on disait tout à l'heure, pour éviter que les chats ne doivent rester au refuge. Et donc, pour adopter un chat chez Cats Cocoon, il faut débourser 140 €. Donc tout ça, ça comprend bah, voilà, les vaccins, la stérilisation, la puce électronique, les soins, la nourriture qui a été donnée jusque-là, les vermifuges et évidemment le temps passé pour les soigner. Et donc, comme on disait lors de l'émission du mois de juillet, depuis le 1er juillet, un permis de détention des animaux est entré en vigueur et Nathalie Debert, elle nous donne un peu son avis. C'est la prochaine interview, elle nous donne un peu son avis par rapport à ça. En premier lieu, il ne faut pas oublier que le but de l'assaut, c'est la stérilisation. Donc c'est éviter la prolifération de chats, c'est sûr. Mais quand on a des nouvelles de nos chats, et surtout les adultes, quand on se rend compte qu'on a des adultes qui ont enfin une vie heureuse et qu'on les voit, c'est du bonheur, heureusement qu'on a ça.
il y a déjà ce permis de détention qui est en route. Et moi, je pense pas qu'on verra les effets bénéfiques de ce permis tout de suite. Je pense qu'il va falloir attendre quelques années avant qu'on puisse avoir des avantages et des bénéfices. Je l'espère, franchement, moi je l'espère parce que des gens qui adoptent tour de bras, qui prennent pas soin de leurs animaux, qui ne les stérilisent pas, qui peuvent les maltraiter, à un moment c'est bon, ça peut plus continuer comme ça. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait ce qu'il faut comme moyen pour pouvoir assurer correctement ce permis de détention et le suivi après ça. Donc ça c'est encore autre chose, ça ne dépend pas des associations, mais j'espère que la ministre Tellier pense aussi à tout ce qu'il faut mettre. Il y a l'aval du projet, mais il y a l'amont, et ça c'est important. Mais je pense que ça peut être que bénéfique au bout du compte. Et donc évidemment, pour aussi stériliser les chats, ça coûte. Et donc au niveau financier, l'ASBL reçoit des subsides de la ville pour stériliser les chats, comme là par exemple la SPA également. Mais en fait, elle disait que ça représentait environ 10% des stérilisations totales qui sont effectuées par Katsucun. Donc évidemment, il faut trouver d'autres moyens de financement. Donc ils effectuent des actions de vente de pizza. Ils organisaient chaque année un apéro donc qui avait lieu chaque année, mais malheureusement les 2 dernières années ça n'a pas pu être possible, et donc le rendez-vous est déjà programmé le dimanche 16 octobre prochain de l'autre côté, donc dans la rue Saint-Pierre, et l'association au niveau financier elle vit aussi grâce aux dons, donc voilà un peu au niveau financier, ce qui n'est pas toujours évident. Et la directrice, elle voulait aussi rendre hommage à ses bénévoles, parce qu'évidemment, l'association, elle aurait du mal à vivre sans bénévoles, et justement, elle va l'expliquer un peu. Enfin, je tiens à préciser que sans mes bénévoles, je ferme Katsucun. Je ne peux pas fonctionner sans elles. Et elles sont multifonctions. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'elles sont multifonctions. Elles sont aussi bien là pour du trappage de chats sauvages. En tout cas, j'en ai 2 qui trappent les chats sauvages. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il faut vraiment pas avoir peur, il faut y aller. Donc, elles font du transport, mes bénévoles. Elles font du transport de denrées alimentaires via les familles d'accueil. Elles font du transport des chats jusque chez les vétos. J'ai une dame qui fait rien que la lessive, donc qui embarque la lessive et qui va faire la lessive. J'ai des bénévoles qui ne font que des soins, j'ai des bénévoles qui viennent pour des caresses, j'ai un couple de bénévoles qui viennent 3 fois par semaine aussi pour tout mettre en ordre. J'ai vraiment envie de dire qu'elles sont polyvalentes. J'ai évidemment une secrétaire, heureusement, qui elle encode toutes les puces électroniques quelque part, toutes ces puces électroniques. J'ai une trésorière qui fait tout ce qu'il faut faire, que j'ai horreur, et qui est liée aux finances. Une fille que j'appelle mon bras gauche et mon cerveau droit, qui elle est sur la page avec moi, et il faut gérer toutes ces demandes au quotidien. J'espère en oublier aucune, mais j'ai des piliers. Sans mes bénévoles, j'arrête. Je le dis honnêtement, je pourrais pas assumer, c'est impossible. C'est juste pas possible. Donc voilà, je tiens vraiment à les remercier particulièrement, parce que c'est une partie de la vie de Katsucun, les bénévoles, et on s'entend bien, on s'aime beaucoup. On est là pour la même cause, on est là pour de la protection animale, mais elles sont top. Voilà, je voulais le signaler. On fait des tournantes, oui, il y a des tableaux. Toi, c'est le lundi matin, moi, c'est le mercredi soir, moi, c'est le week-end, parce qu'il ne faut pas oublier que les chats, ils sont là les week-ends. Ok, la semaine, ça va encore, mais le dimanche matin, quand il faut se lever pour venir au refuge, ou le dimanche soir, enfin, voilà. Donc, mais franchement, je leur tire mon chapeau, parce que c'est du bénévolat, avec tout ce que ça veut dire, et on n'en parle pas assez de ces gens qui font du bénévolat et qui sont juste super. Merci beaucoup, mes copines chats. Donc voilà, c'était le petit mot pour les bénévoles, et effectivement, elle le disait, sans les bénévoles, évidemment, c'est compliqué, et je pense qu'il faut aussi souligner ce rôle-là, le rôle aussi, donc ils sont une quinzaine de bénévoles au niveau de l'association, c'est très important, ils sont 8 familles d'accueil, si je ne me trompe pas, mais voilà, ils sont évidemment à la recherche de bonne volonté, et d'énergie, des gens qui sont intéressés, comme elle le disait tout à l'heure, par le bien-être animal, et voilà, je pense que si vous avez du temps à consacrer, n'hésitez pas à contacter Nathalie Debert, la directrice, si vous voulez vous investir là-dedans. Par exemple, effectivement, il y a des bénévoles qui n'ont pas de travail, mais elle, Nathalie, a un travail à côté, par exemple, et elle dit qu'elle consacre environ 3 heures par jour en plus pour l'association, donc c'est vrai que
Ça fait des journées bien remplies. Et donc pour avoir une petite idée, donc ils ont débuté en 2017 et ils ont recueilli 1053 chats depuis le début de l'association. Et donc si on a encore un peu de temps, je voulais aussi souligner effectivement, comme elle le disait dans l'interview, que la stérilisation des chats est obligatoire. Oui, c'est juste. Donc elle est obligatoire depuis le 1er septembre 98 pour les chiens. Et pour les chats, c'est depuis 2017. Donc il faut les stériliser et les pucer pour évidemment éviter la prolifération des on avait chats. une fois utilisé une image avec Marion qui s'occupe aussi du bien-être animal, et on avait pris l'image d'un couple de chats qui seraient non stérilisés, et je crois qu'en 2-3 ans on arrivait à 5000 chats ou un truc comme ça, donc c'est vraiment exponentiel. Et donc il faut avoir compris cette image un peu interpellante de pour un couple dans 3 ans ça fait 5000 chats. Et donc si on se dit oh ouais mais c'est juste mon chat qui est... Moi j'ai pas envie de le stériliser. Mais oui ok votre chat d'accord, mais en fait c'est dès qu'on pense à 2 personnes à Moucron qui diraient bah, c'est juste mon chat, bah, dans 3 ans on a 5000 chats de ces 2 chats là entre guillemets si on pousse le raisonnement. Donc il faut de temps en temps des images fortes pour en prendre conscience, et donc voilà c'est de la responsabilité. Et donc voilà, ça s'encadre et puis c'est une obligation légale. Oui, voilà. Et donc ça permet aussi de réduire, voire de supprimer certaines formes d'agressivité sans porter atteinte au bien-être de l'animal. Donc en fait, si le chat est né avant le 1er novembre 2017, l'identifier, l'enregistrer n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Et donc s'il est né après le 1er novembre 2017, là c'est obligatoire avant l'âge de 12 semaines, ou en tout cas avant que le chat ne soit donné ou vendu. Et par contre, s'il vient de l'étranger, l'identifier et l'enregistrer sont obligatoires dans les 8 jours de son arrivée en Wallonie. Et donc il faut savoir aussi que s'il n'est pas identifié, donc pucé, il est considéré comme errant. Donc là effectivement c'est important, l'identification grâce à un tatouage ou une puce électronique permet de vous contacter lorsqu'il est perdu, ou lorsqu'on malheureusement on le retrouve quelque part. Au moins vous pourriez avoir des nouvelles, et donc si il n'est pas identifié, il sera considéré comme errant et placé dans un refuge ou dans une association de défense. Donc, voilà. On peut trouver, souvent quand on tape Cats Cocoons, comme on travaille en collaboration avec eux, on trouve plus facilement des informations peut-être de la cellule environnement, mais globalement, normalement ils ont un Facebook, et donc on peut laisser au moins des messages sur leur Facebook. Alors s'ils ne vous répondent pas tout de suite, comme c'est des bénévoles comme on l'a dit, soyez patient, relancez la question si vous avez un problème avec un chat ou quoi. On peut essayer d'être un relais aussi via la cellule environnement, et nous aussi ça prendra de temps en temps un certain temps avant qu'on puisse avoir les réponses, mais bon, on travaille en collaboration avec la cellule bien-être animal de Moucron, et donc voilà, l'idée c'est de faire le mieux possible et de soutenir aussi cette association qui s'occupe du bien-être animal des chats dans notre commune. Tout à fait. Comme je disais, c'est vrai que c'est les associations, comme je le disais le mois dernier. Oui. Sont des associations. C'est vraiment un travail important sur la commune. Sans la SPA, sans Cats Cocoons, ce serait compliqué, quoi. Voilà. Donc on remercie aussi donc ces bénévoles et ces associations qui travaillent entre guillemets main dans la main. Alors c'est vrai ils obtiennent un subside parce qu'on reconnaît leur travail au niveau communal, mais c'est vraiment un subside que je pense qui est compréhensible, dans le sens où il y a un vrai service qui est donné. Christophe Gruvier qui nous a déjà parlé du problème des chats, et tout à l'heure on en parlait en Suède, le chat c'est vraiment mal vu parce que on veut défendre la biodiversité aussi. Voilà, il faut trouver un équilibre pour tout. Après, je me demandais, tiens, Yves, est-ce que tu sais si on a quand même pas mal de maisons de repos sur la commune de Moucron. Est-ce que dans les maisons de repos, ils accueillent parfois l'un ou l'autre animal de compagnie pour les personnes âgées? C'est une bonne question. Parce que voilà, ce serait peut-être une fois l'occasion de prendre un contact avec différentes maisons de repos, mais pourquoi pas qu'elles puissent adopter l'un ou l'autre animal de compagnie.
Et puis ça serait chouette pour les personnes âgées, et en même temps ça pourrait être tout un projet autour du bien-être animal aussi, parce que les animaux seraient bien soignés, j'imagine, dans ces maisons de repos. Et enfin voilà, peut-être une petite idée de mettre en contact et les ASBL et aussi les maisons de repos, voilà. Parce que j'ai déjà lu ou entendu des belles expériences d'animaux de compagnie dans les maisons de repos. Et donc ça, voilà. On en parle, mais donc si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans nos émissions radio. Ou si vous avez connaissance justement de projets de cette sorte-là qui existent, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, voilà. Super. Eh ben, un grand merci Yves pour cette rubrique hyper complète et participative, parce que c'est bien aussi d'avoir le retour des gens qui sont sur le terrain. Oui, ces interviews, ça permet c'est vrai que c'est bien découvrir. Mêlé avec ce que tu racontes et tout, c'est vraiment bien. Bravo. Voilà, donc on passe en musique maintenant avec ton choix musical qui s'est porté vers U2. With or Without You. On écoute ça tout de suite. Bon, donc, petite transition, parce que donc, pendant la musique, bien sûr qu'on ne met pas sur notre live, mais j'ai pris l'occasion quand même de parler. En fait, il y a une nouvelle ère au sein du parc communal qui a été inaugurée. Et donc, moi, je ne savais même pas qu'il y avait eu une nouvelle ère, donc c'est très chouette. J'ai même pas encore été la découvrir, donc ça vaut vraiment le coup d'aller passer un petit peu de son été, si vous avez encore l'occasion de vous promener, d'aller au parc communal, où il y a eu l'installation d'une nouvelle aire de jeu dans le parc. Et donc ça, c'est vraiment aussi une bonne activité à faire avec ses enfants, au lieu de rester à la maison. Voilà, une occasion d'aller se promener dans le parc de Moucron. Il y a aussi possibilité normalement de découvrir les différentes essences dans le parc communal, et donc de voir, d'apprendre à connaître les arbres en les observant et tout ça. Donc c'est aussi l'occasion. Et donc justement, dans Vivre dans ma ville, hop là je l'ai pris avec, il y a un article justement sur la cellule bien-être animal, donc qui explique un peu votre travail, et qui parle aussi justement de cet espace chien dont tu as parlé tout à l'heure, qui se trouve justement dans le parc communal. Et donc, voilà, si vous avez un chien, que vous êtes détenteur d'un chien, il y a tout à fait maintenant moyen d'aller le laisser promener librement dans un espace, sans laisse. Bien sûr, vous devez le surveiller, et vous devez garant de votre chien. Il y a tout un règlement qu'on a rédigé, enfin c'est votre équipe qui l'a rédigé. Moi, qui est d'ailleurs visible à l'entrée du site. Sur place. Ou alors on peut aller aussi le trouver sur notre site internet, sur la partie moucron.be, vous mettez parc à chiens ou espace liberté chien, et vous allez pouvoir retrouver le règlement, être informé de tout ce qu'on y propose. Et voilà. Et donc on peut rappeler aussi le fameux Facebook de la cellule bien-être animal, vous mettez BEA Moucron et vous allez trouver le Facebook de vos activités. Et je trouve que c'est vraiment une belle démarche qui fait partie aussi de... Ouais, voilà, parce qu'on parle des projets, on parle un peu de conseils aussi, ou par exemple le fait de ne pas donner du pain au canard, on explique un peu pourquoi justement il ne faut pas donner du pain au... Ça, c'est une vieille légende qui perdure. Les enfants, ils vont avec leurs enfants, c'est pour donner du pain aux canards. Oui, parce que les canards n'ont pas à manger. Mais en fait, c'est pas une très bonne idée. La même chose pour les pigeons ramiers qui sont dans notre commune. Ils trouvent assez de nourriture, et en même temps, donc ils sont même un peu en prolifération. Et donc, non, ne nourrissez pas les pigeons. Parce que sinon on en a trop, et puis donc après ils vont faire des dégâts dans les cultures, et résultat des courses, ça embête l'agriculteur qui a cultivé et semé par exemple un champ de blé, et puis après il se voit envahi de pigeons ramiers, donc voilà. J'ai encore 30 secondes, j'y avais... Non. Besoin d'infos, envie de retrouver un titre diffusé, découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. Salut, c'est Tanguy du Jardin Extraordinaire. Vous écoutez l'Actu Nature sur RQC. Et voilà, c'est l'heure de l'Actu Nature sur RQC 95 FM.
nous allons rejoindre notre envoyé spécial. Un envoyé spécial, c'est génial, merci Christophe. Qui est parti à la rencontre d'une espèce. En fait, je ne vais pas en dire plus, je vais lui laisser faire son introduction. Et puis on va pouvoir essayer de trouver ensemble de quoi parle-t-il. On écoute tout de suite cette introduction. Du mois d'août, j'aimerais un peu vous faire partager une petite expérience que j'ai eue dans les dunes ici, où j'ai rencontré un animal au crépuscule. Et cet animal a fait des bruits assez bizarres. J'aimerais bien que vous essayiez de l'identifier. On se retrouve juste après les sons. On dirait un sabre laser. Ouais. Je suis ton père. Alors, est-ce que vous avez... Non, là vraiment, un Alors, insecte. Est-ce que ça peut bien être ce son bizarre? Chauve-souris, s'il l'a dit au crépuscule, moi j'ai pensé à chauve-souris, mais. Chauve-souris? Sans. Je pense pas. Enfin, est-ce que ça crie? Non, je sais pas. Non. Non. Bon, écoute Christophe, là tu nous as posé une colle. Est-ce que tu vas pouvoir nous répondre? Je vous laisse découvrir tout en histoire de quel animal il s'agit. Bizarre, hein? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le hanneton foulon, une sorte de gros coléoptère noir et blanc qui vit presque exclusivement dans les zones sablonneuses, donc à la côte. Alors, il faut savoir que cette larve, la larve de ce hanneton qui vit 3-4 heures dans le sol, se nourrit exclusivement de racines, alors que l'adulte se nourrit de feuilles, en particulier des aiguilles de pin. On l'appelle aussi le hanneton des pins. Et bien sûr, une de ses caractéristiques est de striduler. Lorsqu'on le manipule, il fait vibrer son abdomen et c'est un moyen de défense. Et c'est assez unique pour les oiseaux, pour les insectes de notre pays. C'est d'ailleurs un insecte qui est protégé par un arrêté royal en Flandre. Mais voilà, ma chronique ne porte pas sur ce hanneton foulon, mais bien sur des plantes, parce que j'étais effectivement dans les dunes afin d'observer quelques plantes. Certaines s'ouvrent d'ailleurs juste au crépuscule, comme l'onagre par exemple. Et il faut savoir que Moucron aussi, on a de très belles plantes. Alors les gars, ne vous emballez pas, je parle bien de la flore, et faisons un peu le topo en région moucronoise, et donc des plantes et de l'importance de celles-ci. Alors quelques chiffres, 404 espèces indigènes ont déjà été observées chez nous. Si on prend maintenant les exotiques, 592 espèces, vous avez vu, c'est quand même énorme déjà. Et figurez-vous qu'on a même retrouvé des résultats d'inventaire datant de 1940. Alors c'était repris dans la Florabank à l'INBO, donc l'Institut du Natur- et Bosonderzoek. Et en ce temps, donc en 1940, ils avaient déjà dénombré 176 espèces sur notre territoire, ce qui est comme complètement dingue. Alors comparons un petit peu ces deux époques. Il faut savoir que sur ces 176 espèces qui avaient été vues en 1940, eh bien, il y a 18 qui n'ont plus été observées depuis. Alors, il y a eu des recherches intensives et ces espèces étaient principalement champêtres. Alors, probablement que les pratiques agricoles d'après-guerre, ils sont probablement pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est un retour à des méthodes agricoles plus douces qui pourraient contribuer à une amélioration? Peut-être. En tout cas, poser la question, c'est certainement y répondre. Hein. Mais il faudra certainement beaucoup de temps pour récupérer justement tout ce potentiel qu'on avait avant. Alors une autre cause de la diminution est probablement le changement climatique. On vient avec des températures de plus en plus chaudes, ça on en est conscient. Eh bien ça ne convient pas à beaucoup d'espèces qui malheureusement disparaissent année après année. Mais bon, si on doit continuer sur une note positive, on a encore 230 espèces qui ont été découvertes après ces anciens inventaires, ce qui est quand même pas mal. Alors, on pourrait citer certaines emblématiques, pas moins de 6 espèces d'orchidées sauvages. Donc, notre flore se diversifie encore. Quelques causes, le développement et la gestion de certaines zones propices,
comme par exemple la réserve de la Fontaine-Bleue ou la réserve du Pont-Blanc située à proximité du chemin de fer. Alors ce chemin de fer est propice justement à l'arrivée de nouvelles espèces. Il y a beaucoup de graines qui véhiculent par ces moyens de transport. Mais c'est aussi la prospection très régulière de quelques botanistes expérimentés qui ont permis aussi de retrouver certaines espèces. Une espèce a même été découverte à Moucron. Donc il y a 3-4 ans, il y a un botaniste qui a dit « Tiens, celle-là c'est bizarre, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, mais j'ai jamais vu ça en Belgique. » Et après avoir fouillé, faire des analyses, il s'avère que c'était une nouvelle espèce pour la Belgique. Dingue, à Moucron. Alors, vous allez me dire aussi, pourquoi est-il important de connaître et de conserver une telle biodiversité florale? Eh bien, la réponse est toute simple. Les plantes font partie des écosystèmes et bien sûr, elles attirent une multitude d'animaux, insectes ou autres. Plus important encore, certaines espèces animales ne sont inféodées qu'à une seule plante. La disparition de cette plante entraîne irrémédiablement la disparition de ces autres. Et de manière plus générale, les plantes fournissent aussi la nourriture aux animaux, qu'ils soient herbivores, pollinivores ou nectarivores. Prenons encore un petit exemple, comme la mégachile de la Gesse, oh là là, quel nom, une petite abeille très sympa, qui est spécialement adaptée aux fabacées, donc trèfle, gesse, vesse. Et si elle n'a plus ces plantes, elle n'arrivera plus à se nourrir tout simplement. D'autres espèces, comme les bourdons, ont développé même une longue langue pour pouvoir aller boire dans le calice de certaines fleurs très, très grandes, comme les consous par exemple. Donc vous avez vu, à Moucron, les fleurs se portent bien. On a aussi tous des jardins qui sont d'autres potentiels végétaux énormes qu'il faut protéger. Encore une fois, comme on l'a déjà répété, essayer de garder des coins sauvages, des coins diversifiés en plantes, où les insectes et les autres animaux pourront venir s'y nourrir. Voilà, c'était ma rubrique. À bientôt les amis. Super, super. Eh ben, super. Non mais ça tombe vraiment bien. Surtout que le 21 mai. 21 août. Parce que excuse-moi. Le 21 août. Nous sommes bien en août. Hein. Oui, oui. On propose les portes ouvertes des jardins potagers biologiques à Moucron. Et en fait, il y aura une distribution de semences de plantes sauvages. Enfin, et de fleurs. Et donc, vraiment, c'est chouette parce que les rubriques se rebondissent. Et donc, les grands esprits. Voilà, non, mais c'est vraiment. Enfin, là, il nous parle des flores et tout ça. Et puis, je connaissais pas, moi, la fameuse liste. Non, mais même, et puis la liste de 1940. Donc, il parle de 18 plantes qui ne sont plus observées à Moucron. Mais là, ce serait intéressant qu'on analyse un peu plus, qu'on se demande, tiens, pourquoi. Bon, là, il parlait des pratiques agricoles. Là, moi, ça m'intéresse aussi au niveau de la ruralité. Et donc, voilà, c'est se demander, tiens, est-ce qu'elles sont parties au nord ou elles sont parties dans d'autres coins où il y a plus de forêt ou d'agriculture forestière, enfin voilà, à se poser des questions. Donc ça sera intéressant peut-être de rebondir au mois de septembre avec cette rubrique-là. Mais Christophe, encore une belle rubrique pleine de bonnes informations. Ouais, super. Et le lien qu'il y a entre un insecte et une seule plante, et que si la plante meurt, l'insecte, forcément, il n'aura plus de nourriture. J'étais justement en train de me dire que j'ai du trèfle au fond du jardin où je ne vais pas tondre, et je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Mais là, voilà, le premier argument. Donc, si vous laissez aussi pousser un peu... un peu de partie sauvage. Oui, voilà, comme ça, vous gagnez 5 minutes de tonte en plus, et puis, en fait, vous faites un bon geste pour la nature. Donc ça, c'est vraiment win-win. Pour tout le monde. Et on en profite d'ailleurs aussi pour, vu qu'on parlait de goûter au jardin et des nouvelles plantes, de féliciter Chloé, notre collègue qui justement qui gère les potagers, qui est en congé de maternité, et on dit un grand félicitations pour la naissance de son bébé. Voilà. Et ben on va écouter un petit morceau de musique. J'ai pris le choix, comme Christophe n'était pas là, je me suis dit allez, je fais le petit choix, et donc c'est Erykah Badu, je sais pas comment on dit, c'est On and On. On écoute ça tout de suite. C'est cool.
décaler, faut couper, faut décaler. Et oui, voilà, c'est l'heure de la rubrique insolite. Alors, émission estivale, ça rime avec vacances, soleil, découverte. Et en parlant de découverte, je ne sais pas si vous vous souvenez, le docteur en avait fait sa rubrique en mai. Félix et sa poule qui était parti faire enfin qu'il avait quitté sa maison de ses parents avec son vélo canoë. En fait, il avait oublié ses clés et puis il s'est dit tiens, c'est le moment de peut-être de partir faire un tour. Et puis au final, il est parti, il parcourt les routes de France avec un vélo canoë. Et donc voilà, et du coup je me suis un petit peu renseigné sur cette chaîne YouTube parce que donc c'était un reportage qui était diffusé sur YouTube. Et donc en fait la chaîne elle s'appelle Passe-moi les jumelles. D'accord. Et donc on va mettre le lien en description sur notre chaîne Facebook. Et donc Paju, Passe-moi les jumelles, c'est une émission d'évasion en fait qui permet le temps de 2 reportages de toucher à l'essentiel en privilégiant la rencontre, en renouant avec les délices de la lenteur, accordant ainsi au silence et aux émotions la place d'exister. Et on se souvient quand lui, le Félix là justement, il disait eh ben, c'est bien de prendre le temps, il dit des gens on en rencontre tous les jours, mais on les rencontre pas vraiment, alors que si on s'arrête, qu'on discute avec eux, là on rencontre plus facilement les gens. Et donc un petit peu le descriptif de l'émission, c'est contre la tyrannie du quotidien et un peu s'éloigner de l'agitation effrénée de la ville, de la toile, et ils prennent seulement le temps, l'air du temps, et donc ils se ressentent sur l'essentiel, les rencontres, le pouls de la nature, du silence, renouer un petit peu avec tous ces liens, et c'est un peu comme une sorte d'antidote à la frénésie du monde moderne. Et donc c'est une émission de radio et de télévision suisse. Super. Voilà. Et donc quand vous tapez Passe-moi les jumelles sur YouTube, et vous allez voir toute une série de reportages. On voit entre autres Lionel et Laurent qui répertorient les oiseaux et tentent de sauver leur habitat. Donc ça je suppose que ça va plaire à Christophe. Ouais. Hein. Ensuite on voit aussi, on peut découvrir 6 amis qui décident de réaliser leur rêve, traverser l'Atlantique. Donc on les voit sur le bateau et tout, enfin, on voit toute leur histoire. On voit aussi l'histoire de Hans Martin qui est un paysan à l'ancienne et qui vit hors du temps. C'est vraiment un peu des gens qui ont cette philosophie de prendre le temps, et c'est vraiment ça. Et David, si je peux faire un peu un témoignage, mais donc comme on avait parlé justement du garçon avec sa poule et son petit bateau vélo là, j'ai pris le temps de le regarder avec un de mes garçons, Luc pour pas citer, et on a pris le temps de regarder, c'était 50 minutes en gros le reportage, mais vraiment effectivement ça met en perspective de se dire mais waouh, on court toujours, et là justement avec ce reportage on invite un peu se poser, et puis effectivement il fait des rencontres avec des gens, il partage des choses toutes simples, et mais c'était vraiment très convivial, et ça fait réfléchir quoi, et donc prendre le temps, voilà, c'est le temps des vacances, comme tu dis, regarder, toujours, il n'y a pas toujours quelque chose à la télé, prendre 50 minutes pour regarder un beau reportage, ça peut donner des idées, et puis aussi de voir un peu comment fonctionne notre monde, et très pour faire un petit lien avec... Mais j'avais pas vu les autres reportages, donc il y en a encore un, là je vais en parler, mais c'est pour faire un petit lien avec aussi un reportage de la RTBF, je pense, Nu et culotté. Et les 2 gars on avait passé d'ailleurs lors du festival Mater Forever, on en avait passé un, et qu'ils ont un petit objectif comme ça, et qui prennent le temps d'aller vers cet objectif, mais vraiment en utilisant des moyens de locomotion. Ils partent vraiment nus, donc ils ont vraiment rien. Après ils ont les caméras qui les aident, mais et au fur et à mesure de leur voyage, ils arrivent à acquérir des vêtements contre un service qu'ils peuvent rendre. Ils se rendent dans une fête, ils aident les gens, donc une fête d'aînés, de personnes âgées, et ils les aident, et puis il y a une des dames qui les héberge le soir, du coup ils l'aident à faire à manger, et c'est vraiment de l'entraide et tout ça, et c'était vraiment pas mal aussi. Et donc là il y a un des derniers reportages que j'ai vu aussi, ça s'appelle Les inventions loufoques du foutimasseur, roi de la bricole. Est-ce que vous savez ce que c'est, foutimasser? En fait apparemment ça vient du Québec. D'accord. Et en fait, foutimasser, c'est faire quelque chose, mais rien d'efficace. D'accord, ok. S'occuper agiter de l'air, quoi. Voilà, c'est ça, brasser de l'air, s'occuper de petits riens.
et fabriquer des choses qui servent à rien mais qui peuvent amuser le bricoleur. Et en fait, en gros, lui, il se dit, bah moi je fais de l'art mais sans le faire exprès. Et donc en fait, le gars, il travaille dans une société qui répare des locomotives. Et donc en fait, tous les déchets qui sont jetés de ces réparations et tout ça, et ben en fait, lui, il les garde et il fabrique des objets. Donc il fabrique par exemple un vélo avec plein de petites pièces différentes. Il fabrique aussi des objets de Gaston Lagaffe. Il fabrique le lit qui se déplace. Il fabrique les inventions. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et il fait ces inventions-là. Et donc ça s'appelle Futimassé. Et lui, on voit que c'est un peu une personne un peu originale, mais au moins il réutilise des déchets, il prend son temps pour faire les trucs, et puis il fait des systèmes d'engrenage et tout. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. On a aussi Mathieu qui fabrique du pain bio et il le livre à vélo. Et alors c'est marrant parce que lui il s'appelle le boulanger décroissant. Donc il a fait un jeu de mots avec la décroissance et c'est cool. Donc voilà, donc ça c'était... Ça me fait penser, si je peux encore rebondir, que justement les deux jeunes là dont tu parlais, Nu et Coyoté, je pense qu'ils ont fait un autre film. Et peut-être à réfléchir pour 2023, si on fait encore un festival du film durable en janvier ou à une autre époque. Voilà. Ça peut être un des projets. Je pense que leur film, ça serait chouette aussi. J'avais entendu parler en 2022 de leur sortie, mais après j'ai pas trop suivi. Mais voilà. Non, mais c'est chouette, il y a des trucs à trouver pour s'inspirer et vivre un peu autrement. Voilà, on espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne YouTube. Donc ça s'appelle Passe-moi les jumelles et vous verrez tous ces reportages. Et c'est assez des fois au lieu de regarder des bêtises à la télé, là au moins vous découvrirez des personnes qui ont des idées et qui partagent ça pour la transition. Et voilà, on vous laisse découvrir ça tranquillement. Et oui, c'est bientôt la fin de cette émission et on va profiter des 2-3 minutes qui nous restent pour faire un petit quiz, n'est-ce pas? Juste, tu parlais de Félix, j'ai reparlé du chat, juste 30 secondes par rapport au... Pas de transition. Ouais, ça c'est juste par rapport aux chiffres qu'on parlait de la prolifération du chat. Donc la première année, ils sont capables de faire 3 portées, ça fait 12 chatons. Deuxième année, 144. Troisième année, 1728. Et on arrive à 20 736 au bout de la quatrième année, juste avec 2 chatons, d'où l'importance de stériliser, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Et donc on voulait faire un petit quiz pour terminer. Donc est-ce que vous savez quel est le plus grand chien du monde? Oui. Moi j'aurais dit dog allemand. Non. Ah si? C'est pas un dog de... C'est ce que j'ai trouvé. En tout cas, dog allemand qui peut mesurer entre 71 cm et 86 cm. 86 cm. Donc c'est au-dessus de la table. Le garrot, parce qu'on mesure... et le plus petit chat du monde. Le plus petit chat. 15 cm, je dirais, mais c'est peut-être petit. Il y a un chat effectivement qui fait 15 cm, c'est le Skoukoum, qui est par contre pas reconnu apparemment par la fédération féline. Mais voilà. Et alors il y a un petit chat du côté de Singapour qui s'appelle le Singapura et qui pèse maximum 2,7 kg. Donc c'est vraiment rien du tout. Et apparemment c'est la mascotte du côté de l'office du tourisme de Singapour. Et la dernière petite question, combien de litres peut boire un dromadaire en une fois? Les 200 litres. Non. Mais si, un dromadaire. Et il a vécu... mon ami Pierre, tu es plus proche. En fait, il y a certains qui parlaient de au moins 100 litres. Effectivement, sur certains articles, j'ai vu 200 litres. Et il est capable de le boire en quelques minutes lorsqu'il est déshydraté. Ça représente plus ou moins 25% de son poids. Et le chameau et le dromadaire peuvent tenir jusqu'à une dizaine de jours, voire même 2 semaines sans boire de l'eau. Donc il boit en une fois et puis après il utilise les réserves qu'il a faites. Ouais, et puis il y a tout un processus de graisse. Je sais que c'est à ça que servent les bosses. Et du coup, le chameau, il y a une bosse ou 2 bosses? Le chameau, c'est 2 et le dromadaire, c'est une. Bien vu, David. C'est les vacances, quand même. D'informer. Oui. Et
ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Il nous reste quoi? 20 secondes. 20 secondes, ben, c'est juste pour dire qu'on avait mis le décor, mais on a des projets qui arrivent et on vous en parlera au mois de septembre, entre autres celui-ci, voilà. Et donc tout ça, on va en reparler au mois de septembre. Et en septembre, c'est quand l'émission? Et ben justement, on vous donne rendez-vous le 9 septembre. À midi, toujours sur RQC 95 FM et aussi sur notre page Facebook et aussi sur YouTube, on est partout. Voilà. Et on finit par une petite citation empruntée à Charles Darwin, comme à l'accoutumée. Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais la plus apte à changer. Et voilà. Merci beaucoup, bonne journée à tous et on vous donne rendez-vous le 9 septembre à midi sur RQC. Bonne journée à tous et bonnes vacances.